Bon, vous avez vu un peu l'histoire des méga-bassines de Sainte-Soline. Il y a eu toute une polémique par rapport au dispositif militaire, dispositif de gendarmes qui était présent par rapport aux blessés. Voilà, donc c'est quelque chose qui est vraiment mis à l'avant en ce moment et qui vient ajouter une brique de plus à l'histoire actuelle de l'autoritarisme de l'État, notamment dans le mouvement des retraites. Faut savoir que selon la préfecture, il y avait 6000 participants à ces marches de Sainte-Soline là contre les méga-bassines. 6000, il y en avait 30 000 selon les organisateurs. Et la préfecture a envoyé 3200 gendarmes, je crois 13 hélicoptères, il y a eu plus de 4000 grenades qui ont été envoyées sur les manifestants, donc environ une grenade toutes les 1 ou 2 secondes, enfin un truc vraiment totalement monstrueux. Il y a eu 200 blessés, des blessures délabrantes, donc des trucs graves. Il y a actuellement 2 personnes qui sont dans le coma. Il y en avait qu'une hier. Attends, il y en a 2 entre la vie et la mort. Donc voilà, tout ça est extrêmement grave. Ça pose question. C'est un sujet en plus qui est assez régional en fait, l'histoire des méga-bassines pour l'instant. Dans le pays, c'est connu des militants écologistes, mais c'est pas si connu que ça. Donc on va recevoir Des Patates qui est un rescapé de Sainte-Soline qui est allé à la manifestation ce week-end pour qu'il nous explique un peu tout ça, ces histoires de méga-bassines et puis le déroulement de ces manifestations, quoi. Salut Des Patates, comment tu vas? Eh ben ça va super. Ok, donc Des Patates, déjà moi j'ai une première question pour toi qui je pense est la question la plus importante. Est-ce que tu condamnes les violences? Monsieur passe du ring, c'est inacceptable ce qui s'est passé là-bas. Mais je pense que pas du même côté que ce que va dire Darman. Ah oui, oui, bon, alors raconte-nous un peu, déjà raconte-nous peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, dans ces histoires de violence. Moi, si j'ai bien compris, les méga-bassines, en gros, c'est un nouveau dispositif pour retenir de l'eau. Mais dont le problème est que ça ne remet pas en cause le système d'agriculture assez productiviste actuel et que ça profite surtout aux gros agriculteurs et que ça prend dans les nappes phréatiques et donc que les plus petits agriculteurs auront moins accès à l'eau et les gros agriculteurs auront plus accès, quoi. C'est ça en fait le combat, c'est peut-être plus compliqué Voilà, que ça. précisément. Précisément, ouais. Et en gros, pour essayer, du coup, je suppose que tu veux que je revienne un peu sur l'ensemble de la question. Ouais, bah si tu peux, si tu connais ça, parce qu'en plus moi, je te le dis pas en mentant, hein, je connais pas tant que ça, hein, ces histoires-là, hein. Moi je sais que c'est un combat parce qu'en plus je suis dans la région, mais je connais pas tant que ça. Ok, bah du coup je vais essayer de faire un récap. En gros, simplement les problématiques qu'on connaît, on veut essayer de récupérer l'eau, faire face à la sécheresse qu'il y a dans les terres agricoles françaises. Et donc pour ça, il y a des gens qui essayent de mettre en place ces bassines qui visent à récupérer de l'eau, à la distribuer sur le territoire, etc. Sauf que ce qu'on entend dans les médias, et ce qui est absolument pas vrai, c'est que ces bassines, c'est pas du tout, je sais pas, de l'eau de pluie qu'on récupère. Le problème des bassines, c'est pour faire face à la problématique qu'est la sécheresse dans le monde agricole, qu'on connaît tous. Et du coup, pour ça, ils essayent de mettre en place des solutions. Sauf que cette solution, c'est des bassines qui font tous environ 10 hectares de moyenne. 10 hectares, je sais pas si vous représentez un peu, tu m'entends toujours? Ouais, de 10 hectares en fait, ouais, c'est 100 mètres par 100 mètres, un hectare, donc ça fait, ouais, Un hectare, c'est c'est énorme. 100 mètres par 100 mètres, donc 10 000 mètres carrés Ouais, en fait. c'est énorme. Et donc en moyenne, c'est 10 hectares. Donc en fait, c'est juste des cratères absolument gigantesques, voilà, qu'on construit comme ça au milieu des plaines, au milieu de la pampa. T'en as vu d'ailleurs parce que, bon, vous avez pas pu approcher celle qui était protégée, mais t'en as déjà vu une méga bassine? En fait, non, c'était la première fois que j'en voyais une, mais là, du coup, on était vraiment juste devant. En fait, on voyait les énormes, les espèces d'énormes. Ouais, ça doit être impressionnant comme truc, hein. Murs de terre. Ah oui, c'est impressionnant. Et puis, quand je reviendrai un peu sur le déroulement de la journée, tu verras que, enfin, comment dire, l'espèce de paysage là, presque chaotique qu'il y avait, et puis cette atmosphère avec du coup la méga bassine en face. Enfin bref, c'était complètement lunaire. Et du coup, pour revenir un peu sur le sujet des bassines, du coup, ces trucs-là de 10 hectares, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on n'entend pas dans les médias et ce qui est largement mal relayé, qu'on voit un peu partout, genre sur Twitter, etc., c'est que cette eau-là qu'on prend, c'est pas juste de l'eau de pluie, c'est pas un trop plein d'eau qu'on aurait en plus là et puis qui servirait à rien. C'est de l'eau qu'on pompe dans les nappes phréatiques, des trucs de 10 hectares qui font des mètres de haut. Donc, j'ai plus le chiffre exact pour Sainte-Soline, mais en termes de mètres cubes, c'est absolument délirant. C'est des choses qu'on va pomper dans les nappes phréatiques et qui derrière sera redistribué uniquement pour 5% des agriculteurs. Et ces agriculteurs-là, c'est pas n'importe lesquels, c'est des agriculteurs qui consentent au modèle productiviste, c'est les plus gros, c'est ceux qui ont aucune sorte d'éthique agricole ou quoi que ce soit, et c'est ces gens-là qui vont profiter de ce système.
Et ce qui est important à savoir déjà, c'est que c'est subventionné par l'État, que ça coûte un pognon de dingue, comme dirait l'autre, et que les agriculteurs qui souhaitent, eux, ne pas consentir à ce système-là et qui voudraient avoir un autre système plus en harmonie, qui puisse être plus éco-responsable, eux, ils seront pas aidés, eux, ils seront pas subventionnés, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de se conformer au système de la bassine, qui de toute façon n'est même pas possible pour tout le monde, quoi. Donc, en fait, c'est nos sous qui partent là-dedans, dans un système complètement écocidaire, qui est complètement délirant, et qui derrière ne sert qu'aux plus gros. Donc encore une fois, on rejoint la thématique de lutte des classes et le fait que ce sera ces agriculteurs-là qui recevront tous les avantages de ce truc-là qui a aucun sens, quoi. Bah surtout qu'en plus, ouais, de ce que j'ai compris un peu en me renseignant là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup d'agriculteurs en fait qui utilisent même pas particulièrement de l'eau ou des choses comme ça, mais qui utilisent l'eau de la nappe phréatique et tout parce que les racines puisent dans le sol ou des choses comme ça, quoi. En fait, c'est simple. C'est l'eau, normalement, elle est utilisée que pour le maïs parce que le maïs, c'est une culture qui coûte énormément d'eau. Sauf que du coup, qui veut du maïs? C'est parce que c'est les gros productivistes, en gros, puisque eux, derrière, ils seront subventionnés par l'État et qu'ils n'ont pas d'éthique, en fait. Les petits agriculteurs, eux, la plupart, et évidemment, ils n'ont pas tous non plus une conscience écologique impeccable, mais la plupart, ils sont dans un modèle où, en fait, ils vont faire ce qui peut être fait et ils vont pas chercher à essayer de magouiller un peu le système comme ça va être le cas avec les bassines et faire du maïs dans un climat qui est même plus propice au maïs, etc., quoi. Et en plus de ça, ouais, ce maïs-là, c'est destiné à quoi? À la nourriture animale, à faire des produits transformés? C'est du maïs qui est destiné à être exporté pour la plupart. D'accord. Ou sinon, qui va servir des animaux qui vont être ensuite... c'est pour des méthaniseurs, quoi. C'est-à-dire qu'on va faire de l'énergie avec cette eau. Enfin, je sais pas si tu vois le système au global, là, où on va donner du maïs à bouffer à des animaux qui vont rentrer dans une espèce de méthaniseur ou je sais pas quoi, pour produire de l'énergie avec ça. Enfin, ça a aucun sens. Et encore une fois, c'est absolument pas rentable, hein. C'est juste, je sais pas, c'est subventionné. Alors après, comment est-ce que c'est possible qu'on en arrive là? J'en sais rien. Après, c'est le truc classique un peu qu'on a dans le néolibéralisme aussi, c'est que le public donne de l'argent à des trucs et au final, c'est le privé qui tire la recette, quoi. Complètement. Mais de toute façon, le modèle agricole est pourri depuis par le néolibéralisme, comme tu dis. Le modèle est complètement pourri depuis des dizaines d'années maintenant. Et là, c'est une sorte c'est l'apogée de la connerie. C'est vraiment l'apogée du délire, quoi, ce qui est en train de se passer là-bas. Mm. Bah d'autant que moi, de base, je sais qu'il y a des gens qui disent ouais que c'est plus compliqué que ça, que c'est peut-être bien. Mais déjà, j'ai envie de dire, on pourrait demander aux populations sur place. Déjà, on pourrait faire un petit référendum. Je pense qu'ils sont capables de savoir aussi les paysans sur place s'ils en veulent, s'ils en veulent pas. Et justement, ça m'amène sur un point, c'est-à-dire que je vois énormément de gens dire que oui, mais les scientifiques disent que on peut tout à fait récupérer l'eau sans attenter au bon déroulement du système écologique, quoi. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, et c'est là où on ment encore une fois, c'est que du coup, les syndicats qui sont dedans, c'est-à-dire la Conf paysanne, le mouvement Bassine non merci, tout ça, c'est des gens, ils sont pas là juste pour faire chier, c'est pas de la violence pour de la violence, ils sont là pour parler, ils ont proposé maintes et maintes fois au gouvernement et aux personnes qui proposent ces bassines-là, de faire un dialogue dans lequel on va proposer des solutions alternatives. Parce qu'il y a des solutions alternatives qui sont possibles. Il y a des gens qui disent, mais vous voyez, l'eau de récupération, je suis tombé sur Twitter sur ça, je suis tombé sur ça hier, sur Twitter du coup, un mec qui disait comme ça, ah putain, mais comme c'est débile, dommage que on n'ait pas des systèmes qui puissent permettre de récupérer l'eau de pluie comme certains subventionnent en Belgique ou autre. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la conf paysanne du coup, la conf n'est pas opposée aux bassines dans un autre système ou autre, c'est que là, l'eau est directement prélevée des nappes phréatiques. Oui. Et ça, c'est hyper important à comprendre dans ce débat. Oui, d'accord, ouais. Oui, parce que oui, c'est que ça prend et puis ça doit assécher le sol et puis ça diminue les réserves en eau pour les autres, quoi. Le problème, c'est pas qu'ils récupèrent de l'eau de pluie parce que des récupérateurs d'eau de pluie, il y en a plein, en fait. Ouais, et puis surtout, enfin, tu vois bien, c'est l'exemple de, en fait, si l'eau, elle n'est pas immédiatement rentabilisée, en fait, elle sert à rien, quoi. Et puis, c'est-à-dire que même si, imaginons, on récupérait un trop plein d'eau, faut pas croire que cette eau-là dans le circuit de l'eau, elle a aucune utilité, en fait. C'est encore une fois un modèle néolibéral qui ne voit plus qu'à travers le profit, qui ne voit plus l'eau et la nature de manière générale, comme un outil qui doit servir à augmenter le profit systématiquement et qui revient dans les poches de ceux qui contrôlent les lobbies de l'agro-industrie. Et voilà, quoi. C'est pour ça aussi. Ouais, parce que oui, parce que j'avais
Enfin, j'ai l'impression, oui, que c'est comme souvent, hein, d'ailleurs, dans les politiques actuelles, c'est-à-dire que à court terme, c'est peut-être pas forcément débile, mais dans 30 ans, on s'en mordra peut-être les doigts et on sait pas exactement ce que ça va faire. Et au Chili, ils ont testé et j'ai l'impression que c'est pas forcément mieux. Non, parce que à court terme, c'est débile aussi, en fait. C'est ça le truc, c'est que tu vas te retrouver avec une bassine qui sera asséchée à moitié, qui aura coûté, mais je sais plus combien c'est, mais 670 millions, un truc comme ça. Ah bon? Non, 60 millions, pardon. Non, 60 millions, c'est énorme déjà. Hein. Mais 60 millions, c'est absolument démentiel, et encore une fois, avec toutes les problématiques qu'il y a derrière, le modèle n'est pas rentable. Et il y a pas longtemps, j'ai assisté, du coup, c'était genre 2 ou 3 mois avant la manif, il y avait une réunion du coup avec tous les activistes principaux et tout. Il y avait l'eurodéputé, je sais pas quoi, Benoît Bidet, un truc comme ça, eurodéputé, bref, les organisateurs du mouvement. Et ils étaient, je sais plus où je voulais en venir. Mais tu vois, genre les histoires de 60 millions, je trouve ça énorme parce que pour info, moi je sais que je bosse à l'hôpital. L'hôpital, c'est dans mon hôpital, il y a un budget, je crois que c'est environ 50 ou 60 millions par an. Donc tu fais tourner tout un hôpital pendant un an pour faire un trou qui sert en fait à 5% des agriculteurs et qui va peut-être baiser la terre, quoi. Enfin, ça paraît, c'est énorme comme truc, quoi. J'ai le chiffre devant les yeux, c'est 2% de notre consommation en fruits et légumes qui sera reversée au final. C'est 60 millions pour 2% de notre consommation en fruits et légumes. Et voilà, quoi. Ouais, c'est un délire, hein. Et en plus, ils en font beaucoup, je crois, des bassines. Ils en font pas qu'une, quoi. Enfin, ouais. Déjà, là, il y en a en Deux-Sèvres, du coup. Mais il y en a beaucoup qui se font en Vendée, il y en a qui se font un peu partout. Après, du coup, là, je viens de me rappeler sur ce que je voulais dire juste avant, là. C'est qu'en gros, ils expliquaient qu'avec l'augmentation des coûts, l'inflation, etc., le modèle de la bassine devient tellement coûteux qu'ils commencent même à s'auto-contraindre et à se demander s'il faut pas de toute façon faire autre chose. Et c'est là qu'ils sont complètement contraints face. C'est les conséquences qu'ils ont eux-mêmes amenées avec leur modèle, les conséquences climatiques. Hein, bah oui. Ils sont face à leurs propres problèmes, mais ils continuent quand même de nous tirer dedans en subventionnant des trucs comme ça. Bah oui. Là, il y a un qui dit 16 bassines sur la zone des Deux-Sèvres, donc ça fait 16 fois 60 milliards, ça doit faire... ça doit faire... Enfin, 16 fois 60 millions, ça fait 1 milliard, quoi. Enfin, c'est monstrueux, quoi. Non, c'est 60 millions en tout, je crois, par contre. Ah, c'est 60 millions en tout, d'accord. Ouais, en même temps, ça me paraissait beaucoup... comment ça s'appelle ça me paraissait beaucoup 60 millions pour construire un trou, quoi, mais bon, ça pourrait... Hein. Après, faut se dire que Sainte-Soline, c'est 16 hectares. Et encore une fois, moi, je me rappelle de là-bas, en face du truc. Mais enfin, t'as l'impression que, je sais pas, c'est une montagne, quoi. Le truc, vraiment, c'est une montagne. C'est délirant. Et de se dire que ce truc-là va être rempli d'eau, encore une fois, des nappes phréatiques. De toute façon, je vais forcément me répéter beaucoup. Hein. Et comme je suis sur un ton militant, je suis obligé d'appuyer là-dessus. Mais ça vient des nappes phréatiques. Faut que les gens se mettent ça dans la tête. C'est pas de l'eau de pluie, c'est pas un truc qui sert à rien, c'est qu'on va assécher le sol pour faire de la bouffe qui n'ira à nulle part si c'est nos gros agriculteurs. C'est ça le truc. Oui, surtout qu'en plus on pourrait produire d'autres choses que du maïs, quoi. Parce que souvent ils disent oui, ça permet de produire, oui, mais bon, on n'est pas obligé, on peut s'adapter aussi. Il y a un réchauffement climatique, les mecs continuent dans le même sens en se disant faut qu'on continue la surexploitation et on va construire des grosses piscines, quoi. C'est un peu étonnant. Exactement. Ouais. Par rapport au truc chilien, est-ce que toi tu l'avais lu? Parce que moi j'ai vu un article passer comme ça, mais que j'ai même pas pris le temps de lire, où il disait que c'était la cata au Chili et tout. Je sais pas si t'as vu ça ou si c'était pas au courant. Ça me dit rien. Ils l'ont peut-être évoqué, les organisateurs, mais sincèrement non, j'ai pas entendu parler. Mais en gros, c'est quoi? C'est qu'il y a eu un essai comme ça aussi au Chili et que ça. Il y a eu un essai, en fait, ça fait 30 ans qu'ils ont des méga bassines et il paraît que ça a séché le sol et que c'est la merde. Bon, dire, attends, on peut me fact-checker. J'aime bien me fact-checker en direct comme ça. Au Chili, les méga bassines néfastes depuis 35 ans, frappées par une méga sécheresse. Le Chili multiplie les retenues d'eau depuis 1985. Le but, exporter toujours plus de produits agricoles. Bilan, un cycle naturel de l'eau altéré, un accaparement par les grands agriculteurs. À Petorca, à 200 km de Santiago, de grandes bassines d'eau jalonnent les plantations verdoyantes d'avocats à destiner à l'exportation. Ouais, en plus, l'avocat, ça pompe pas mal, je crois. L'avocat, c'est énorme. Depuis une dizaine d'années, la province est considérée comme une zone de catastrophe pour pénurie d'eau. La plupart des habitants reçoivent par camion-citerne 50 litres d'eau potable par jour et par personne. Les petits agriculteurs sont dépossédés de l'eau, ouais, c'est les mêmes problématiques, quoi. En plus, ce qui est intéressant, c'est que du coup, le modèle chilien est l'exemple du néolibéralisme appliqué en Amérique latine, donc tu vois comme tout se rejoint, quoi. Bah oui, bien sûr. Et c'est pour ça que je voyais des gens qui mettaient que
les retraites, enfin que c'était débile d'avoir fait le truc des méga bassines en même temps que les retraites. Bon, déjà je trouve ça débile parce que je suis sûr que c'est prévu depuis un an le truc des méga bassines parce qu'il y avait c'était une énorme rencontre avec des gens de l'international, mais en plus de ça, ben, entre les retraites et les méga bassines, y a ce rapport qui est le capitalisme et le néolibéralisme. Je veux dire, c'est la même logique de prédation qui veut bouffer nos retraites et puis qui veut accaparer l'eau pour certains, quoi. Ouais, non, mais c'est pas pour rien qu'on dit que la lutte écologique est systématiquement liée à la lutte sociale. C'est la même chose. D'ailleurs, j'aimerais réagir. J'ai vu comme ça je sais pas, c'est peut-être un peu trop tôt pour en parler, mais un tweet de Tanguy Lacroix, du coup, qui est souvent comme ça à parler des luttes sociales, et quand c'est à côté, bah, il va pas souvent dans le même sens. Et il demandait comme ça si les bassines c'était pas du dogmatisme naturaliste, c'est-à-dire des gens un peu fanats de la nature, un peu comme parce que oui, c'est vrai que c'est très connecté à Notre-Dame-des-Landes et tout ça, en fait, c'est un peu les mêmes militants, et en fait pas du tout. Enfin, tout ce que je viens d'expliquer, c'est littéralement ça va vraiment exactement dans le même sens, en fait. D'accord, ouais. Oui, parce que j'en vois qui disent oui, que c'est comme les gens qui nient l'intérêt du nucléaire, les bassines et tout. Alors, justement, je vais préciser, c'est important. Il y en a beaucoup, tu vois, il y a beaucoup de mouvements anarchistes, beaucoup de mouvements autonomistes qui sont un peu anti-progrès, entre guillemets, et donc qui pour eux, la nature a presque une valeur en soi, et pour eux, enfin, ça n'a pas d'intérêt de faire ça. Il y avait Greenpeace à un stand à un moment, je crois que c'était au festival le soir, parce que je sais pas si tu veux parler de comment les journées étaient organisées, mais il y avait un festival. On va en parler. T'avais un stand Greenpeace, t'avais des trucs. T'as beaucoup de gens qui font partie de ces mouvements-là un peu anti tout ce qui peut déroger à ce genre de choses. C'est vrai, tu vois, ça dérive un peu, mais ça va quand même énormément dans notre sens. Et puis si on prend juste le cas concret de la bassine, c'est du délire. Ouais, bien sûr, ouais. Ok, bah oui, bah d'ailleurs, si tu peux parler un peu de comment c'était organisé, enfin, je sais pas si t'as fini sur le côté contexte, mais. Ouais. Alors, du coup, je vais essayer. Est-ce que ça te dit, si tu veux, moi je retrace carrément ma journée, comme ça, je montre un peu, comment je l'ai vécu, etc. Et bah vas-y, carrément. Alors du coup, la journée, comment est-ce que c'est organisé? Bon, déjà, par de savoir, mais la manifestation était interdite par la préfecture. Ouais. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ceux qui dirigent le mouvement ont dû s'organiser pour quand même pouvoir faire advenir le truc. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le vendredi matin, 300 personnes installent un camp dans le champ d'un agriculteur qui voulait justement aider le projet, etc. Donc, ils ont réussi, etc. Ils ont créé un camp, et à partir de là, ils ont toutes les organisations, ils ont appelé tous les gens qui voulaient venir à venir qui était prévu. Donc déjà, en fait, ça aurait pu capoter, mais dès le vendredi matin, après, je sais pas comment ça va passer, etc. Pour ce qui est un peu du contexte sur le territoire, en fait, il y avait des flics absolument partout, sur toutes les routes de campagne qui entouraient la zone. Et tu les voyais quand t'es arrivé, tu voyais des flics partout? Mais en fait, pas vraiment, mais non, pas vraiment, mais enfin, si tu veux, on avait des cartes et tout, nous, pour se repérer et éviter absolument les contrôles. D'accord. Et il y en avait partout sur la carte, quoi. Enfin, moi, je suis des Deux-Sèvres, et j'ai jamais vu ça autour de ces patelins là où normalement il y a personne. C'est sûr. Juste pour dire aux gens qui ont pas forcément suivi, c'est que ça se passait sur un week-end, c'était pas une manifestation juste le samedi, c'était du vendredi soir, je crois, au dimanche soir. C'est ça. Donc du coup, ouais, donc le vendredi matin, il y a des gens qui sont arrivés. Toi, t'es arrivé quand dans cette histoire? Moi, je suis arrivé le samedi matin. Pour la journée de manifestation, je suis reparti le samedi soir. Ok. Et donc, ce qui est aussi important, il y a toute une zone qu'il a fallu contourner d'ailleurs, qui était interdite le samedi de 7h à 20h, où les flics avaient carrément mis plusieurs villes en interdiction de circulation. Donc, c'était Sainte-Soline et plusieurs autres villes où, du coup, toute la zone des bassines, en fait. Ce qui fait que nous, on était à Vanzay, pareil, un patelin, dans un champ, où, du coup, on était juste à côté de la zone, en fait. Et du coup, la galère pour y aller, les contrôles de partout. Moi, j'ai tout fait. J'ai pris 2 heures de route au lieu d'1h15, 30 pour éviter. Et j'ai quand même reçu le contrôle de police. Tiens, d'ailleurs, j'aurais une petite anecdote pour ça. C'est que, juste pour un peu commencer comme ça sur la question de la police et tout, ils nous ont juste pris nos cartes à tous dans la voiture. Donc après, ce qu'ils nous ont fiché, aucune idée, mais j'ai pas l'impression. Ils prenaient nos cartes, permis de conduire, papier de véhicule, et ils fouillaient vite fait les coffres comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand même les flics, quasiment tous, j'ai plus le terme, mais en gros, ils nous prenaient tout ce qui était liquide. Tu peux m'aider pour les yeux là? Oui, oui, d'accord, du sérum physiologique, ouais. Masque. Ils prenaient des trucs comme ça en fait pour se protéger. Ils prenaient. Alors après, est-ce que c'était? Je sais pas si c'est légal ça en vrai. Hein, c'est bizarre. Hein.
Parce que Pour si, moi, si t'as des... parce que... Ouais, t'as des lentilles et tout, t'as le droit d'avoir du sérum sur toi, enfin, je sais pas. Puis c'est de l'eau salée, hein. Enfin, si les mecs, si tu prends une bouteille d'eau distillée et tu mets 9 grammes de sel, t'as du sérum phi, tu vois, enfin... Ouais, non, mais ils prenaient les masques à gaz et tout, enfin, c'était un peu n'importe quoi. Enfin bref, nous, c'était un peu caché, donc tu vois, ils ont pas non plus trop fouillé, puis ils étaient pas méchants ou virulents, quoi que ce soit, bah, c'était entre guillemets, des flics normaux, donc bon, on a quand même pu passer à côté, puis arriver sur le camp. Le camp, après, bon, bah, t'avais des voitures littéralement partout, ça faisait un peu ZAD. Enfin, moi, si, pour donner du contexte un peu, il y a 2 mois, je faisais la première manifestation de ma vie pour les retraites, donc là, j'arrivais un peu à la mec des manifestations. Et là, tu fais la manifestation de mecs super vénères avec tous les mecs les plus vénères de France. T'arrives, il y a des mecs cagoulés de partout, tout le monde est en bagnole, ils cachent leurs plaques avec soit du ruban adhésif, soit de la boue carrément sur les bagnoles sont toutes défoncées parce que tu sens que c'est des mecs qui regardent un peu partout. Tu devais pas être si serein que ça. Hein. Eh bah ouais, mais tu vois, sur le coup, déjà j'avais 4 heures de sommeil dans les jambes, donc en fait c'était un peu lunaire quoi ce qui se passait, si tu veux. C'était un peu en flottement et puis on suivait le mouvement et en vrai non, c'était mais par contre les gens faisaient pas peur en quoi, ils étaient pas du tout entre eux, justement ça avait une ambiance très cohésion. Mais ils savaient les mecs qu'ils allaient se faire défoncer aussi, je pense, donc Ouais, aussi, ils étaient là pour ça, hein. Après il y avait des mecs qui venaient d'Allemagne et tout, bon c'était qui étaient en tête de cortège, etc. Il y avait des mecs d'Allemagne. Ouais, non, mais il y avait des mecs d'Allemagne, eux c'était d'ailleurs en général les gens qui venaient d'étrangers apparemment c'était les plus vénères quoi, c'était eux ouais, qui en même temps, t'imagines, moi j'irais pas à 2000 km pour faire une manif, me faire défoncer par des flics étrangers. Ouais. Après je sais pas si c'est des gros furieux qui sont vraiment là que pour la bagarre ou si vraiment ils sont là pour l'écologie, mais je pense je pense qu'en général c'est pour les deux, c'est-à-dire c'est des mecs pour qui se battre contre l'État, bah c'est leur vie quoi, enfin je pense que c'est oui. dans un autre monde que des gens comme nous. On peut pas se rendre compte en fait, mais ouais. C'est des totos purs et durs, je pense, ouais, un peu anard et tout. Ouais, vraiment, il y avait pas mal de trucs comme ça. D'ailleurs, ce qui était drôle un peu, c'était tous les militants EELV sur Twitter, on aime bien se foutre de leur gueule parce que c'est un peu des écolos, mais petits bourgeois en fait. Bon, là c'est bien. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Quoi ? C'est pas moi qui l'ai dit. Ouais, mais t'inquiète, moi j'étais à la République souveraine, donc tu sais, on est bien craché sur eux, hein. C'est le jeu, hein. Ah, c'est pour ça que tu parles de Tanguy Lacroix. Ouais, c'est que je suis assez attentif à ce qu'ils disent, etc. Et du coup aussi, ouais, je suis pas trop d'accord parce que sur les questions écologiques, ils sont moins, en général, ils sont moins si poussés que moi. Ouais, ok. Et du coup, la journée, donc on arrive, etc. On marche pas mal, il y a des voitures enfin partout, enfin le paysage, c'est vraiment que des voitures. On arrive au camp rempli de boue où il y a tout ce qui est la conférence de presse. Du coup, il y avait Julien Gay, le directeur de Bassine Merci, le président de la Confédération paysanne des Deux-Sèvres, Marine Tondelier, Clémence Guettet de LFI, et qui faisaient une conférence, eux, puis ils commençaient à parler, tout ça. Et donc là, il était à peu près 10 heures, nous on venait d'arriver, et c'était le moment où les cortèges commençaient à partir. Et donc l'organisation des cortèges, c'était qu'en gros, il y avait 3 gros cortèges, et chaque cortège prenait un peu une route légèrement différente. Et en fait, parce que l'objectif, c'était d'arriver par plusieurs points autour de la bassine, un peu genre stratégie militaire, ouais. Voilà quoi. Ça partait de Vanzé, hein. Ça partait de Vanzé, c'est ça. C'est ça, ça partait de Vanzé et en gros on a marché. Là j'ai la carte là devant moi. Ouais, on a marché presque 10 km en fait. Faut se rendre compte, t'avais. Ouais, c'est loin, hein. Ça paraît loin. C'était loin. C'était loin, mais tu sais, t'es dans le truc, donc il y a pas de. Enfin, la fatigue, franchement, t'es un peu porté par l'événement, l'atmosphère. Et alors pour revenir un peu sur les chiffres qui sont sortis, ça parle de 6000 personnes. Je sais pas si c'est 30 000 là, encore une fois, mais il y avait du monde, mais il faut s'imaginer sur des routes du sud des Deux-Sèvres, sur des kilomètres, enfin c'était incroyable quoi. À vivre, ça avait un côté très on vivait un grand moment quoi entre nous. De toute façon, il n'y avait pas 6000 personnes, ils auraient pas envoyé 3200 gendarmes s'ils attendaient 6000 personnes, ça n'a pas de sens. Genre ça aurait fait un flic pour 2 personnes qui se sont pris dans la gueule. Non, ça m'étonnerait franchement que Attends, y avait 6000 vélos. Pour comparer pour les gens dans le chat, jeudi dernier, là, pour la grosse manif, ils ont mis 12 000 personnes sur toute la France. Là, il y avait 3200 mecs sur juste un village de Deux-Sèvres, donc il devait y avoir du monde quand même. Ah non, mais ouais, j'avais pas le chiffre en tête, tu vois, mais c'est vrai que maintenant que tu dis. Ouais, puis alors il y avait la police allemande, il y avait, je crois même la police espagnole, peut-être, en tout cas, il y avait les Allemands, c'est sûr. Attends, demain, ils attendent 5500 gendarmes sur Paris, c'est-à-dire qu'il y avait 2 tiers du dispositif parisien sur un trou dans la terre au milieu des Deux-Sèvres. Et puis, alors vraiment, moi je suis du nord de Sèvres en gros, et
c'est drôle parce que tu vois, le nord de Sèvres, bah, c'est vide en fait, il n'y a rien à voir. Mais alors, quand tu compares le nord et le sud, t'as vraiment l'impression que le sud, c'est le Moyen-Âge. Donc, pour vous dire que 30 000 personnes à Vanzelay, alors que c'est vraiment, mais le Moyen-Âge, les routes, c'est du grand n'importe quoi. Vraiment, ça fait bizarre, quoi. Ah ouais, et regardez où c'est, regardez les grandes villes à côté. C'est hyper loin de Niort, ça a l'air d'être à 45 minutes de Niort. Il y a Poitiers là. Là, il y a Angoulême. C'est vraiment au milieu, c'est dans un triangle des enfers, quoi. La plus grosse ville à côté, c'est quoi? C'est Civray, quoi, ce qui est quand même pas. Bah, c'est plus tout ce qui est Mel, Celles-sur-Belle, mais encore une fois, ça 30 minutes. Hein. C'est 30 minutes, ouais, c'est là, ouais. Temps, quoi. Vraiment, ah, les Parisiens qui nous écoutent parler de Mel et de Celles-sur-Belle. ouais, enfin, pour moi, c'est normal, là, je me rends pas compte. Mais en fait, c'est juste. Ouais, voilà, quoi. On était là, 30 000 là-bas, environ 30 000. Et du coup, bah voilà, on marchait, tout ça, bah, pendant presque 10 km, donc on coupait à travers les champs, un peu sur les trucs, etc. Il y avait une bonne ambiance. Et puis, bah moi, tu vois, en fait, moi, je m'attendais à rien, enfin, je n'imaginais même pas le truc. Puis en fait, on se rapproche, et au bout d'un moment, on voit l'espèce de truc devant. D'ailleurs, truc marrant, mais on était là dans les champs, et à un moment, t'as des chevreuils qui courent comme ça, enfin, un truc avec ses bois qui passe à 1 mètre de moi, genre, c'était vraiment, je sais pas, c'était une quête, quoi, enfin. Genre un truc qui déboule comme ça, genre ouais, c'était vraiment n'importe quoi. Tu pourrais écrire un livre. Ouais, non mais l'expérience en elle-même à vivre était waouh. Enfin, j'aimerais bien savoir le vécu d'autres gens, hein, mais on est tous un peu comme ça dans l'ambiance, le contexte. Ça avait un côté assez surréaliste, quoi. Et du coup, bah, on commence à arriver quand on commence à arriver vers la bassine, on se demande, enfin moi je sais pas encore si on est prêt ou quoi. On essaye de bien s'organiser, etc. Et là, de loin, en fait, on voit un peu une espèce de colline, ouais. Et en fait, on voit que ça tire en l'air moitié des feux d'artifice, qu'il y a de la fumée. On se dit, attends, ça y est, c'est la guerre, là, on arrive. Et qu'est-ce qui tire en l'air? C'est les manifestants ou la... En fait, ouais, en général, ce qui tire en l'air, qui faisait de la lumière, c'était des mecs avec des feux d'artifice, un peu genre baguette d'Harry Potter, qui tiraient comme ça sur les flics avec des feux d'artifice. Comme en manif des fois, ouais. Comme en manif parfois. Ouais, peut-être, bah, je sais pas du coup, parce que j'avais jamais vu ça, quoi. Ouais. Donc, je vois quelqu'un qui demande si c'est chez Ségolène, ouais, c'est précisément là. Mel, en fait, c'est la ville où elle était et tout, donc. Ah oui, je savais pas. Ouais, c'est un peu, je sais pas exactement, mais Mel, c'est un peu un bastion, ouais, de l'écologie un peu radical comme ça. Puis, comme je dis, en fait, ils sont tous connectés, tous les anciens de Bassine Non Merci, de Notre-Dame-des-Landes, du Larzac, en fait, c'est des gens, ils connaissent, ils sont tous dans le truc et quand c'est des événements comme ça, ils viennent, quoi. Et du coup, bah, on arrive autour de la bassine, et là, en fait, on voit quoi? Enfin, du coup, je rappelle que la bassine, c'est 16 hectares, et littéralement, les 16 hectares qui sont entourés de camions de gendarmes et des espèces de trucs militaires pour mettre des manifestants, des espèces de tanks, il y avait un canon à eau, enfin, on voit ça sur 16 hectares, quoi. Alors qu'on voit pas, mais d'un seul point, on voit à peine la moitié d'une face de la bassine, en fait. Et on voit des camions comme ça partout, mais sur plusieurs rangées, genre il y avait plusieurs couches. On voit des flics qui nous regardent du haut de la bassine, genre ça a un côté lunaire, les mecs ont l'impression que c'est des stormtroopers de loin comme ça. Ah oui, parce qu'en plus pour atteindre la bassine, il aurait fallu monter une pente. Ouais, c'est ça, il y avait une énorme pente comme ça, pour aller dedans, ça aurait été ça, quoi. C'est infaisable en se faisant caillasser par les flics et tout. Ah ouais, non, c'était infaisable. Et du coup, après, bah, on arrive à côté, et donc là, faut s'imaginer une foule de monde. Et là, genre, des mecs qui s'organisent pour essayer d'attaquer les flics, qui balancent, on voit des cailloux de loin se faire lancer. Moi, je précise que, t'as dit que j'étais un rescapé de Sainte-Soline, mais moi, j'étais bien loin du combat, parce que vraiment, je me chiais dessus, hein, c'était... ouais, bah, je comprends le truc, mais du coup, pour toi, après, t'as pas une vue qui est objective, mais comment ça se fait que c'est parti en merde? C'est parce que les flics ont commencé à balancer des trucs, parce que les mecs ont commencé à balancer des trucs, c'est quoi cette histoire, tu vois? En fait, moi, je vais te donner mon point de vue, c'est qu'en gros, Darmanin a parlé d'écoterrorisme comme la dernière fois, et il avait raison de le faire, pour une fois. Je vois qu'il y a mes potes dans le chat. Il avait raison de parler d'écoterrorisme, pourquoi? Parce qu'on était effectivement venus pour en découdre. On n'était pas du tout venus là pour... Enfin, je dis nous, évidemment, moi, je n'ai pas fait directement de truc. S'il te plaît, Darmanin, m'enferme pas. Nous, on n'était pas venus là directement... Enfin, on était venus là pour casser des trucs, mais la question, c'est pas... c'est qui ces grands malades, ces terroristes qui viennent casser des trucs, c'est pourquoi est-ce qu'on le fait? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas là? Oui. Mais encore une fois, c'est la question de la violence. La violence, c'est pas mal en soi, c'est ouais, voilà, c'est la cause qu'il y a derrière.
Donc, mais effectivement, en gros, ce qui s'est passé, c'est que il y avait il y a une espèce de foule immense, du coup, je te dis vraiment 30 000 personnes. Donc, enfin, c'est du monde, mais à perte de vue. Ouais. Et du coup, des espèces de bras comme ça, de gens qui sont avec leur parapluie et qui se protègent des lacrymos, des trucs qui leur sont lancés dessus. Et du coup, ensuite, bah, là, t'es dans le truc et là, t'as vraiment l'impression que tu vois la guerre de tes propres yeux, en fait. Même si, évidemment, il n'y a pas de, il y a pas de mecs qui sont en train de crever littéralement, même si bah il y a eu des blessés et tout. Et tu vois ces mecs qui s'organisent, qui ont des parapluies, qui ont des boucliers, qui balancent des cailloux, qui balancent des cocktails Molotov, qui balancent des feux d'artifice. Et c'est n'importe quoi, quoi. C'est lunaire. T'as l'impression d'être dans un truc, ça te prend. Et du coup ils sont comme ça, ils essayent de faire des percées et ils ont quand même du coup réussi à brûler des camions de gendarmes avec leurs cocktails, avec tous les cailloux qui balançaient. Et du coup, après, pour ce qui est de violence, en fait... Attends, il y a des gens qui te reprennent sur le terme de terroriste, dans le sens où ils disent que le terrorisme, c'est imposer la terreur, et que là, c'était pas le but des manifestants, c'était plus des manifestants qui venaient avec aussi la compréhension que ce serait violent et qu'ils allaient en découdre, mais c'est pas des terroristes... Non, puis encore une fois, c'était une minorité qui venait là pour vraiment essayer de presque mettre leur vie en jeu, quoi. Quand je parle d'éco-terrorisme, je dis juste que le terme de Darmanin est presque bon dans le sens où oui, on était prêt à faire usage de violence. Maintenant, l'objectif c'était de pas tuer quelqu'un en fait. Mais ouais. Tu vois, encore une fois, quand on est politicien, on dit juste que vous êtes déter, quoi. Vous étiez déter. Oui, exactement. Ouais. Mais du coup, tu fais bien de m'apprendre là-dessus. Et il y a quelqu'un qui dit les flics ont tiré en premier, et le cortège, des cortèges se sont fait gazer par la route. Alors ça, j'ai pas l'info. Mais il paraît qu'en gros, dès qu'ils les ont vus arriver, mais pas sur la route, hein. Je pense que sur la route, il n'y avait pas de flics. Je pense que c'est plus quand ils sont arrivés vers la bassine, dès qu'ils les ont vus, ils ont dû commencer à tirer. Mais après, tout le monde est venu autour, donc... Est-ce qu'il y a eu des sommations ? Non, franchement, j'en sais rien, parce que moi, tu sais, je suis arrivé bien après, enfin, il y avait tellement de longueur de trucs. Oui, bah oui, c'est vrai que si ça fait des kilomètres et des kilomètres... Moi, j'étais à peut-être environ 1 kilomètre quand j'ai vu les premiers lacrymos, les gaz de lacrymo en l'air et tout. Ouais. Et du coup, ouais, t'avais des gaz de lacrymo de partout, etc. Et donc, bah, forcément, ils bombardaient en premier, à coup de lacrymo, les gens qui étaient proches et qui étaient vraiment en train de les menacer. Mais ce qu'il faut savoir, et là, c'était le truc, il n'y avait pas de drone, Skyexky. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, les gens qui étaient loin comme moi, ils tiraient quand même des fumigènes et des grenades de désencerclement dans l'espèce de foule beaucoup plus loin. Et en gros, pour ça, ils avaient presque des espèces de tanks. Alors, je sais pas si vous voyez un peu des images. On en a déjà vu. Moi, j'en ai déjà vu sur le délire, putain. Sur des trucs genre dans des manifs à Paris où tu sais, des espèces de camions de gendarmes là, bleus, mais des camions blindés. Blindés, ouais, je vois, ouais. J'ai vu des vidéos. En gros, t'as comme un tank, quoi. T'as un espèce de truc qui tire dessus, et dans la foule, en fait, ouais, t'as des gaz lacrymo, t'as des grenades de désencerclement, et ça, c'est vraiment terrifiant, alors qu'on était hyper loin, quoi. C'est-à-dire que et du coup, nous, bah, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on faisait? Bah, on regardait et puis on ramassait des cailloux pour. il y avait un espèce de mini-organisation de mecs qui ramassaient des cailloux et d'autres qui les emmenaient à l'avant. C'était un peu. Non, mais c'est vraiment David contre Goliath déjà, parce qu'il y a des mecs surarmés qui sont plus hauts et vous êtes plus bas et vous vous faites défoncer. Et en plus, ouais. En plus de ça, mais c'est absurde quoi. Enfin, il y a un trou au milieu d'un champ. Il y a, t'imagines la thune que ça coûte de bombarder nos propres citoyens pour, enfin, ça a aucun sens quoi comme truc. Ouais, encore une fois, et puis pour protéger quoi, bah, ce qu'on a dit au début, quoi, un truc qui coûte 60 millions et qui assèche la terre et qui est reversé pour de la bouffe qui va pas à nous. Enfin, tu vois, enfin, c'est tellement irréel d'en venir à là pour se protéger. Enfin bref, et du coup aussi, je veux dire que les images qu'on a vues, elles montrent pas bien un peu l'ambiance qu'on vivait directement quand on était là-bas. Mais se voir, nous, au milieu de tout le monde, au milieu de ces trucs qui tirent en l'air, être un peu paniqué par les trucs que tu vois, etc. Bon, comme j'ai déjà dit plein de fois, c'était vraiment fou, c'était lunaire. Et du coup, ce qui est drôle, drôle non, mais ça faisait peut-être 1 heure qu'on était là-bas et que vraiment, ça se caillassait, quoi. C'était la vraie guerre presque, mais du coup, ce qui était aussi un peu absurde, c'est-à-dire que tu avais 30 000 personnes contre 3 000 flics et but du jeu, que personne meurt. Enfin, c'est un peu, genre, je sais pas comment dire, mais t'as 3000 flics qui sont là avec des grosses armes, mais leur objectif c'est quand même que personne meure. Ouais, mais après il y avait des armes quand même de guerre, il paraît, des trucs. Ah oui, les armes de guerre, c'est ce que moi j'appelle les grenades de désencerclement, mais concrètement il y a de la terre qui volait à 5 ou 10 mètres de haut quand ça se plantait dans le sol en fait. D'accord, ouais. Donc, et il y en a qui se sont pris des coups à côté d'eux. C'était terrifiant, hein. Et encore une fois,
je rappelle, il jetait ça à des centaines de mètres plus loin, vers la foule qui n'était pas menaçante. Et sans faire de cloche. T'as dit quoi, en tir de cloche? Sans faire de cloche, évidemment, parce qu'ils n'ont pas le droit de faire des tirs en cloche. Ah bah si, ils en faisaient plein, ouais. Ouais, non, c'était que ça même, comment est-ce qu'ils auraient pu tirer en cloche Bah normalement, t'es censé, tu sais, les grenades, t'es censé les faire rouler au sol. Non, mais là, c'était littéralement, on se faisait bombarder, quoi. Ouais, non, mais enfin, en fait, c'est une scène de guerre, quoi. C'est une scène de guerre où on essaie d'en. Mais... Il n'y a pas forcément un but homicide, tu vois, mais c'est une scène de guerre. C'était complètement fou à vivre. T'avais l'impression d'être dans une bataille napoléonienne déjà parce que sur des kilomètres, on marchait tous ensemble et que. Et le pire, c'est qu'on avait des champs de mecs sympas, puis là, d'un coup, on se retrouve au milieu d'un champ de bataille, quoi, vraiment. Ouais. T'as des trucs qui tombent en l'air, t'as des gaz lacrymaux de partout, t'as un peu peur pour ta vie. Et du coup, après, au bout d'une heure, en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, ils ont vachement bien avancé, comme certains ont vu les images, hein, les camions qui se sont fait brûler, etc., que nous on voyait, tous les cailloux qui étaient jetés, etc. Et là, d'un coup, tu vois quoi? Au loin, des casques blancs qui avancent comme ça en ligne, du coup, parce qu'ils sont sur les routes. Et là, on voit les mecs débarquer en quad, comme ça, on fait, mais qu'est-ce qui se passe? On est où, là? C'est la cavalerie, genre. Ouais, c'est le délire. Hein. Quoi? C'est le délire, ouais. Enfin, là, et c'est les mecs de la Bravem ou pas, ces gars-là? Aucune idée, franchement. Parce que les gens disaient, ouais, c'est la Bravem en quad, mais ça se trouve, c'est une autre unité. Enfin, je sais pas ce que c'est. Pourquoi la Bravem, il se serait déplacé de Paris pour venir dans les Deux-Sèvres? Enfin, si, c'est possible, mais c'est le délire. Ouais, les mecs sont venus d'Allemagne, donc c'est fortement possible. En fait. Ouais, ok, ouais. Ouais, putain. Et du coup, ces mecs, ils arrivent de loin et ils commencent à encercler mais tout le monde pour le coup. Parce que comme je dis, il y avait vraiment un front de gens qui étaient là près du truc et qui bombardaient, qui étaient organisés. Et après, il y avait des gens plus loin qui regardaient ou alors qui ramassaient des cailloux, qui faisaient, je sais pas, des trucs. Et là, tu vois ces quads qui arrivent en ligne comme ça et ils commencent à balancer des lacrymos pendant qu'ils roulent. Genre vraiment le film où t'as des mecs alors, juste qui nous tirent dessus en plus. Et là, pour le coup, ils tiraient dans le tas vraiment. C'est-à-dire, ils tiraient dans des gens... blanc du truc, ils faisaient presque une ligne en fait face aux gens et on était terrifiés. Enfin, genre à un moment, moi avec mes potes, on commence à se barrer loin, essayer de contourner les mecs qui quand même venaient plus près de nous encore. Et là, c'est pas on voit le mec de la Confédération paysanne tout seul qui dit bonjour à mes potes parce qu'il les connaît, qui était là tranquille avec son drapeau en train de regarder le truc. Ouais, putain, c'est lunaire comme truc quand même. C'est vraiment lunaire. Non mais je sais pas quoi te dire. Enfin, c'est lunaire. On vivait vraiment un truc dedans où l'impression d'être surpassé par les événements, d'assister à un truc historique en fait, vraiment, c'est-à-dire voir un peu les prémices, qu'est-ce que ça serait que si jamais des gens devaient se battre pour l'écologie, c'était vraiment le cas en fait, c'était pas des blagues du tout. Mmh. Et je pense que j'ai une anecdote là, le chat va kiffer. On est 480, les gens kiffent bien ce que tu racontes, hein, ça monte. Hein. C'est vrai. Ouais. J'espère que je parle pas trop vite parce que. Ah non, c'est bien. Et petite anecdote sur notre bon vieux Philippe Poutou. Il était là? Alors, il y avait énormément de drapeaux du NPA. Alors je sais pas pourquoi, c'était peut-être une des causes qui leur tenait à cœur, j'en sais rien. Il y avait énormément de drapeaux du NPA. Et moi, à un moment, quand on marchait sur le retour, j'ai vu sa grosse calvitie, un moment comme ça devant moi. J'ai fait putain, c'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a Poutou juste devant moi là? Putain, il a pas peur en vrai. Et justement, l'anecdote, c'est quoi? Moi, j'avais un pote qui faisait partie des jeunes communistes et qui était connecté un peu, dédicace à toi, Mephisto, qui était un peu, lui qui était vraiment au front par contre. Mmh. Et lui, il m'a expliqué comme ça, il me fait, mec, je sais pas, on a vu Poutou en tête de cortège, sans masque, sans gants, sans casque. T'as basé. Il regardait le truc, genre Poutou 60 piges en tête du truc qui était là, et je sais pas qu'est-ce qu'il foutait le gars quoi. N'importe quoi, et vraiment. Ouais, mais je pense qu'il a dû en voir d'autres aussi, hein, donc il a pas peur, c'est pas un planqué le gars. Je pense qu'il y a des choses qu'on sait pas sur Poutou, c'est sûr, mais et lui, apparemment, tu sais, un peu genre le regard un peu pensif, tu sais, je suis sûr. J'imagine trop comme ça, regarder au loin, c'est donc ça la guerre. Enfin bref, ça me tue de rire, putain. Ouais. Poutou, il mettait des coups de bélier avec son crâne, ouais, ça doit être ça, ouais. Genre... Putain, ça régale de fou. Mais en fait, là, tu nous as pas parlé parce qu'en fait, nous, les retours qu'on en a eu,
Bah, c'était surtout les retours par rapport aux blessés et notamment la France Insoumise là, qui a fait un truc à 18h que j'ai regardé quand c'est sorti en x2 après, avant le live là. Ils nous expliquaient que eux, vu qu'ils étaient pas dans le cortège, ils voyaient les gens revenir, blessés. Toi, t'as vu tout ça ou pas? Ouais, en gros, moi, comme je te dis, de toute façon, j'étais loin. Mais en fait, c'était surtout, je pense, les grenades de désencerclement et tout. Il y a des gens qui se prenaient des bouts de métal, en fait. C'est-à-dire que c'est hyper dangereux, c'est hyper dangereux. Ouais, non, mais c'est vraiment une grenade, hein. Faut se le voir comme une grenade, presque. Ouais, tu vois truc de connard, hein. Ah ouais, non, mais, et du coup, ils tiraient dans le tas, que ça soit au loin ou près du truc. Et près du truc, évidemment, comme ils étaient là. Alors après, je sais pas s'ils lançaient des LBD ou quoi. Mais du coup, quand c'était les gens qui étaient en tête de cortège. Encore, c'est bizarre de parler de cortège, parce que cortège, tu t'imagines dans la rue. Non, là, c'est des espèces de ruisseaux de gens qui attaquent en pique comme ça. Enfin, c'était particulier. Et du coup, en fait, tu voyais un peu partout des gens crier médic, tout le monde s'organisait pour montrer des doigts. Et du coup, tu voyais des gens un peu blessés de partout qui partaient soit en civière, soit qui se faisaient porter par les médics. Mais moi, j'étais pas assez proche du combat pour vraiment voir les mecs qui se faisaient extrêmement blessés, mais on voyait un peu partout, en fait. Et du coup, pour revenir sur ce qui a été dit à un moment... Merci Badmulch pour le raid. Désolé, merci Badmulch pour le raid. Pour revenir sur ce qui a été dit à un moment, c'est que oui, du coup, on a appris qu'il y a un mec qui avait littéralement un trauma crânien. Donc, mais trauma crânien où genre il devait être, je sais pas s'il pissait le sang ou quoi, ou en tout cas il devait être pronostic vital engagé. Et je sais pas si ça c'est pour rappeler, même si les gens savent déjà. C'est-à-dire que ils ont appelé le SAMU, les organisateurs ou les médics, et le SAMU a dit on ne viendra pas, on a interdiction de la police, on a interdiction du commandement. Ça c'est un délire. Et puis je vois pas d'où la police a quoi que ce soit à dire au SAMU. C'est-à-dire que ils sont littéralement en train de dire vous ne viendrez pas sauver des gens, donc c'est plus ou moins. Ouais, non, voilà, mais on les laissera crever. C'est super bizarre. Enfin, vraiment, je comprends même pas comment ça a pu se passer. Hein. Je comprends pas. Enfin, c'est la grande thématique du moment, mais le basculement dans l'état policier et une sorte de période pré-fasciste, c'est complètement ça, quoi. Ouais, parce qu'en gros, c'est ça. Quand on parle un peu de fascisme et tout, c'est que ça surpasse l'état de droit et tout. Normalement, t'es médical et tout, t'es pas censé suivre ce que dit forcément la police. Enfin, voilà, il faut. Chacun a un peu son domaine et tout. S'il y a un mec en train de crever et que t'as un policier à côté qui te dit non, il a pas grand chose à dire, quoi. Enfin. Voilà. Alors après, est-ce que je me pose la question, tu vois, est-ce qu'ils les avaient prévenus avant? Tu sais, c'était une zone interdite du coup, je pense, littéralement des flics partout. Et de toute façon, c'était bloqué. Enfin, les routes, elles faisaient la taille d'une voiture. Hein. C'était vraiment des routes de campagne qui étaient faites uniquement pour les tracteurs. Et bref, et du coup, il y avait ces mecs qui étaient en train de crever, quoi, et le SAMU qui avait pas le droit de venir et qui a mis plus de 30 minutes, pendant au moins 30 minutes, je crois. Et si c'était plus, peut-être une heure, où le gars est resté entre la vie et la mort sans pouvoir se faire soigner. Et après, là, il est encore entre la vie et la mort. Et puis, comme tu as dit, il y en a un deuxième qui est en train de passer, qui est passé en coma. Qui est passé en coma. Et puis, c'est complètement dingue parce que là, on parle des violences, mais en plus, t'as un week-end de 3 jours, il y a 30 000 personnes. T'as des chances qu'il y ait un mec qui fasse un AVC, qui fasse un infarctus ou je sais pas quoi. Si tu commences à pas laisser rentrer, c'est complètement dingue. Et puis, c'est pas à la police de juger les gens. Je veux dire, ils ont pas le droit de peine de mort, la police. Enfin, c'est vraiment hallucinant. Hein. Et surtout, j'ai entendu ça d'une, je sais pas quelle représentante de la police qui disait comme ça, on était face aux opposants. Mais dans quel monde est-ce que c'est pas des citoyens déjà qui se battent pour leurs droits et qui essayent de réparer les conneries d'un système néolibéral qui fait tout pour saccager l'état de droit et essayer de faire advenir leur monde fou? Dans quel monde est-ce que nous, on devrait en plus de ça les se faire tuer alors que justement on se bat pour nos droits? Je suis dans le discours un peu émotif qu'on entend partout en fait, mais dans quel monde est-ce que ça existe en fait? Non, mais c'est délirant. Ils ont laissé des gens mourir, des gens qui se battaient pour eux et pour les autres. Tout le monde est concerné par ces problèmes-là. C'est pas du tout. Comme je dis, c'est pas un délire d'écolo, c'est pas un délire de radicaux. C'est la lutte contre un modèle agro-industriel et par extension contre le système capitaliste qu'on connaît et qui prédateur, quoi. Et c'est intéressant ce que tu as dit parce que tout à l'heure tu disais terroriste et tout, mais c'était pas vraiment ce que tu disais au fond, mais tu disais voilà, il y a les militants pas forcément toi, mais voilà, avaient conscience qu'il y aurait de la violence, mais le truc c'est qu'ils avaient conscience que cette violence était nécessaire parce que sinon on les laisserait pas aller.
et qu'ils se battaient pour une cause juste en gros, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est des mecs qui sont prêts à risquer leur vie. Je veux dire, ça leur fait pas plaisir d'aller se prendre des LBD, il y a personne qui a envie de se taper avec les flics à part 2-3 mecs en France quoi. Après si tu veux, pour moi c'est sûr dans le lot il y a des gros tarés, et oui d'accord, mais c'est très minoritaire. Voilà, c'est ça, c'est minoritaire, et puis la plupart c'est à la limite des gars qui aiment l'adrénaline, mais ils ont peur quand même, ils se chient dessus je pense. Et c'est juste des gars qui sont là, ils donnent presque leur corps pour nous, alors après c'est peut-être pas non plus en faire des héros, mais moi quand je me rappelle des gars là-bas, comment ne pas leur être redevable, parce que on en parlera peut-être tout à l'heure, mais du coup ça aura un impact ce qui est en train de se passer là. C'est la population qui est en train de montrer que tout ne peut pas se passer comme l'État veut ou comme les gros lobbies agro-industriels le veulent. Et moi je trouve que ça tombe justement au bon moment. Là il y a ce truc, la pétition pour la Bravem et tout, il y a une mise en avant de cet État autoritaire, des violences policières et tout. Et ça c'est un point d'orgue parce que c'est une manifestation comme il y en a tous les 10 ans presque. Enfin, c'est une manifestation écolo vraiment internationale avec énormément de monde, un dispositif policier incroyable. Donc oui, ça a de l'importance. Ils ont pas fait ça pour rien non plus, et ça permet d'en parler. Si ce soir on en parle, c'est aussi parce qu'il y a eu de la violence. S'il n'y avait pas eu de violence, malheureusement on n'en aurait pas parlé, sûrement. C'est dommage. Et parce que malheureusement, ça a vocation à se répéter dans le futur quand on voit les problématiques écologiques, en fait. C'est ça le truc, c'est que là, on est à une époque où d'ici 30 ans, ça sera peut-être 3 fois pire. Et encore c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que... Encore une fois, l'État est toujours là. Il voit la violence directe des manifestants et il nie la violence des policiers. Et en plus de ça, il nie la violence structurale de leur modèle social. C'est-à-dire, évidemment, quand tu renvoies la retraite à 64 ans, tu tues des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne verront jamais la retraite, il y a des gens qui, si ça se trouve, auraient pu se reposer, ne vont pas se reposer, vont avoir un accident du travail, vont mourir, des choses comme ça. Donc en fait, quand tu renvoies la retraite plus loin, tu tues des gens. Quand tu privatises l'eau ou quand tu assèches les sols, tu tues des gens aussi. Même si c'est pas directement, même si on les a pas encore sous les yeux, ces personnes qui meurent, ça va se passer quoi. Et c'est très bâtard de dire le mec qui a brûlé une poubelle ou qui a balancé un caillou sur un flic, c'est un terroriste. Et puis par contre, Macron et Darmanin, c'est tout à fait normal, ils font respecter la République quoi. Enfin... Et je vais préciser un truc d'ailleurs qu'on n'a pas dit. Je sais pas c'est quoi le terme exact, mais en fait quand j'étais à la réunion plusieurs mois avant, les mecs qui organisaient le truc ont bien expliqué que il y avait eu un recours auprès de je sais plus quel tribunal de Bordeaux et même auprès du tribunal européen, ou c'est pas forcément le tribunal, mais bref un truc comme ça, une question de droit comme ça, qui avait bien précisé que les bassines pour l'instant n'avaient pas le droit d'être construites puisque dans les organisations c'était pas légitime en fait. C'est les institutions qui avaient vraiment expliqué que les bassines n'avaient pas le droit d'être construites ou continuer, etc. Et Borne avait sciemment menti en disant que on irait jusqu'au bout et que de toute façon elles avaient le droit d'être là. Ce qui est faux. C'est-à-dire que le mec, l'eurodéputé, encore une fois Benoît Biteau, un truc comme ça, ou Bidet, je sais plus, avait bien précisé que ce serait peut-être la deuxième fois dans l'histoire de l'Union européenne qu'il y aurait un recours comme ça où elle serait obligée de faire de censure sur le projet parce que le truc est illégitime. En plus du fait que le truc est illégitime, il tabasse des gens qui manifestent contre le fait que c'est illégitime. Ouais. Il les tabasse, voire il les tue. Donc. Oh, mais c'est dingue, ouais. J'ai un petit extrait pour toi pour que tu puisses réagir. Moi, je veux un debunk de ça. Seuls des grenades lacrymogènes. Non, les gendarmes n'ont pas lancé de LBD en quad. Seuls des grenades lacrymogènes. Darmanin considère que ce qui est considéré par je sais plus quelle association, si c'est l'ONU ou n'importe quel autre service des forces qui a catégorisé les GRL2N, un truc comme ça, bref, les grenades de désencerclement là, comme des armes de guerre, s'il considère que c'est faux, juste qu'il aille en parler aux dirigeants de l'ONU, puis on verra quoi. Mais oui. Il ment. On a un ministre de l'Intérieur qui ment. Ouais. Si tu veux, je mets toute la vidéo et puis après on en parle. Que non, les gendarmes n'ont pas lancé de LBD en quad. Seules des grenades lacrymogènes ont été tirées. Non, aucune arme de guerre n'a été utilisée par les forces de l'ordre à Sainte-Soline. Seules des armes intermédiaires ont été utilisées. Par contre, des armes de guerre de la part de certains casseurs l'ont été, notamment, je pense, au cocktail Molotov. Non, les forces de l'ordre n'ont pas empêché les secours d'intervenir. C'est les gendarmes et les secours qui ont été empêchés d'intervenir par certains casseurs. Non, Madame la préfète n'a pas refusé de répondre à Madame Tondelier. Elle a eu énormément d'échanges d'ailleurs tout au long de la journée avec elle. Et non, les forces de l'ordre n'ont pas utilisé de lacrymogène contre les individus blessés qui étaient en retrait. Que non, les... Alors, donc ces affirmations, est-ce qu'il y a eu des lacrymogènes contre les personnes blessées d'après toi? Alors, j'ai eu un témoignage. Il paraît qu'il y avait des mecs, des médics au sol sur un gars blessé, et il paraît qu'ils ont lancé des fumigènes. Il paraît que quand ils ont ramené les quads, et ça c'est l'eurodéputé qui le disait. Encore une fois, si vous pouvez rappeler son nom, mais en gros c'est un gars de élevé.
qui disait il y avait un mec au sol et que quand les quads ont débarqué, ils ont effectivement tiré des lacrymos dessus. Et en plus, ce qu'il dit, je crois, Darmanin, c'est que non, il y a eu que des lacrymos tirés, ce qui est faux, parce qu'ils ont tiré des trucs, encore une fois, les GRF2M, je sais plus quoi. Donc, ils mentent sur toute la ligne, quoi, ils mentent. C'est Benoît Biteau. Voilà, ok. Du coup, ouais, il y avait des grenades de désencerclement, du coup, aussi sur les médics, c'est ça que tu dis? Ah, sur les médics, non. Non, c'était des grenades lacrymo sur les médics, et puis c'est ça que tu dis. Ouais, mais après, du coup, les armes de guerre, du coup, si, vu que c'est considéré comme des armes de guerre par. Il y a les armes de guerre. Pas sur les médics, je pense. Ouais, il dit un autre truc. Il dit il dit qu'il n'y avait pas de LBD. Pourtant, il y a une image qui est assez, qui est ressortie souvent, que je vais vous mettre. Alors, je sais pas si le gars tire des LBD. Je crois que j'ai vu des vidéos. Je crois qu'il en tirait, mais je vais pas vous dire de conneries. Mais il y a cette image-là, cette image-là où le mec justement a un LBD. Donc je sais pas s'il en tire, mais il en a un en tout cas. Donc c'est un. Franchement, je saurais pas te dire, mais ça, je crois que c'est pas plutôt un truc de grenade lacrymo. Je sais pas. Parce que je crois que dans la vidéo, on le voit tirer le truc et la plupart du temps, c'est des trucs lacrymo là qui se séparaient, puis du coup, ça faisait énormément de. Ça prenait beaucoup d'espace, quoi. Et le truc de baiser, c'est la police n'a pas empêché les secours de venir, c'est les casseurs qui ont empêché les secours de venir. Alors ça, par contre, c'est déjà que le truc de base est grave, mais là, ils ont vraiment envie qu'on prenne la Bastille et qu'on fasse la révolution, en fait, les mecs. À quel moment est-ce qu'ils en sont... Enfin, là, vraiment, c'est horrible, quoi. Puis à quel moment les mecs... les gars de... Enfin, les casseurs, entre guillemets, les manifestants, ils empêcheraient des gens de venir sauver les manifestants, c'est débile. C'est de la propagande pure et dure, quoi. Ils mentent sur toute la ligne. Mais bon, c'est le système qu'on connaît. Ils font que mentir, quoi. Et là, c'est grave parce que c'est d'autant plus, malhonnête. Surtout qu'il y a la LDH. Il y a la LDH qui dit: nous interpellons la préfète des Deux-Sèvres. Les forces de l'ordre ne doivent pas entraver les services de secours, en particulier dans les cas d'urgence absolue. Les personnes en situation d'urgence absolue doivent être envoyées sans délai vers les services adaptés à leur pathologie. Et la LDH, Alors, la Ligue des droits de l'homme. Ouais, voilà, il y avait environ 16 personnes de la Ligue des droits de l'homme sur place pour vérifier, et c'est eux-mêmes, je précise, qui ont certifié que c'est les forces de l'ordre qui avaient empêché le mouvement d'advenir. Ouais, et puis ils sont neutres, c'est pas des islamo-gauchistes, la LDH, enfin, parce que Darmanin il serait capable de dire ça, ils sont neutres. Pas. Ils sont pas du tout. Enfin, après, tu connais Darmanin, tout le monde sera d'extrême gauche pour ceux qui ne seront pas d'accord avec lui, donc. Ouais. Et je vois quelqu'un qui me demande si c'est vrai que les flics se sont autogazés. Ouais, on était en fait contre le vent. Et d'ailleurs, c'est un des trucs qui leur a fait énormément défaut. Je pense que ça nous a aidé comme pas possible. C'est que quand ils tiraient, en fait, tout leur revenait sur la gueule. Et du coup, il y en avait énormément. Et il me semble que pour le coup, il y avait un mec qui a eu des traumatismes respiratoires, un flic. Et je pense que ça doit peut-être être dû au lacrymo. Ouais. Et tout leur revenait dessus. Par contre, c'était c'était presque drôle. Et ça nous a bien aidé. Ouais. Et il y avait une question de Magne qui nous demandait si ça t'avait fait changer ton regard sur la police, ou quel est ton regard actuel sur la police. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, je vais revenir un peu sur moi personnellement, mon parcours de politisation, etc. On va dire que je me suis politisé il y a un an et demi, et encore là, je progresse, je me pose encore plein de questions et tout. Là, je suis assez proche des mouvements marxistes. J'ai 18 ans, ouais. T'as 18 ans, d'accord, oui, donc t'es jeune, ouais. Oui, ça fait pas longtemps que je suis tout. Là, j'étais à RS, puis là, je suis un peu plus devenu marxiste dans l'esprit. Donc, mais à la base, moi, typiquement, moi, je viens d'une famille du coup de petits agriculteurs et assez typique de ce qu'on appelle les prolos dépolitisés. Je suis pas en train de tirer sur mes parents ou quoi, parce que, enfin, moi, je fais ça, donc c'est un peu, c'est pas méchant ou quoi que ce soit. C'est juste clairement dépolitisé, ou en tout cas à répéter le discours dominant. Donc, les flics, ils se font un peu, les syndicats, ils ont trop de pouvoir. Les flics, ils ont de la pression, donc ce qui a peut-être une toute petite part de vrai en fait. Mais du coup, oui, du coup, tu dis quoi, t'es d'une famille de paysans, donc ça touche peut-être d'autant plus ces histoires de rapport à la terre, de rapport aux bassines et tout. Ouais, complètement, c'était hyper déterminant dans ma vision déjà de l'écologie de base. Et oui, en fait, il y a ce côté, le petit paysan qui trime pour essayer de faire survivre à un modèle plus respectueux de la nature. Et non, on le manque de respect. Et moi, mes parents, c'est depuis des années, quand ils me parlent de comment est-ce que le système fonctionne, en fait,
ils perdent leur dignité, ils perdent tout, il y a rien. Et en plus, quand tu rajoutes la réforme des retraites, alors je vois mon père qui a ses genoux pétés, ma mère qui est toutes les semaines à des douleurs ou quoi, et tu vois, enfin, le sentiment que j'ai contre ce genre de Mais bien sûr, et puis en plus de ça, on imagine bien le petit paysan qui trime, qui paye des impôts, et ces impôts vont pour financer des trucs pour ses concurrents. Enfin, c'est le délire, le truc. Ouais, précisément, ouais. Et du coup, pour revenir sur la police, comme je disais, moi, je me suis posé, du coup, il n'y a pas non plus si longtemps que ça. Et moi, à la base, comme mes parents, j'étais un peu dans le discours dominant, c'est-à-dire, les flics, oui, ils peuvent faire des débordements, mais au fond, ils sont sous pression. C'est pas l'individu en lui-même, c'est la structure, donc, etc. J'ai les gens de mettre partout de RS. Mais du coup, je suis parti, les gars, mais je ne t'irai pas gratuitement sur RS. T'es parti de RS pour aller au RN, c'est ça? Ouais, c'est exactement. Je suis un peu de Tatiana, c'est ma grande pote, et du coup, j'adore ce qu'elle dit. Évidemment, non. Mais et en gros, du coup, les flics, depuis du coup 1 ou 2 semaines là que je fais à fond les manifestations, que je suis avec mes potes plus marxistes et tout, je me suis bien radicalisé sur la question, quoi. C'est-à-dire que pour moi, il y a la structure qui est ultra violente, qui est Darmanin, qui est le système policier, et il y a les mecs en eux-mêmes qui sont prêts à commettre des actes absolument atroces contre la population. Donc tout le monde déteste la police, ouais. Il faut me dire, je chante à cœur ouvert tous les trucs d'extrême gauche. Franchement, je prends un plaisir. Non, mais tu vois, je me reconnais un peu dans toi, dans le sens où moi, ça s'est peut-être plus passé au moment des gilets jaunes, tu vois, parce que je suis un peu plus vieux que toi. Mais c'est vrai que quand tu viens, en plus, nous, enfin, c'est vrai que quand tu viens de province, t'es blanc, je me fais pas agresser par les flics, quoi, de base. Et donc du coup, clairement, mais moi, j'en ai jamais vu de ma vie des flics, en fait. C'est ça. T'as pas ce rapport-là. Et puis quand tu vois que les mecs ils balancent des grenades, qu'ils arrachent des mains à des types qui sont des prolos qui viennent juste manifester contre un système injuste, enfin voilà, c'est tout à fait hallucinant, quoi. Et c'est ce qui se passe actuellement, et à Sainte-Soline c'est pareil, quoi. Ouais, exactement. Et donc du coup ton parcours il est assez court entre guillemets, parce que maintenant t'as 18 ans, donc t'es encore tout au début, on va dire. Je dis ça, je fais le mec vieux, j'ai 25 ans, je suis pas beaucoup plus vieux que toi, mais ouais, c'est bien de pouvoir... Au moins, tu as du mouvement, on va dire. Tu vis une époque qui est compliquée au niveau politique, mais une époque au moins qui est politisante, je trouve. Parce que le problème, c'est qu'entre les années 90 et 2010, il se passe rien. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gars qui ont tenu le cap des années 90 aux années 2010, parce qu'il se passait rien, on se faisait rouler dessus. La chute du communisme, ça devait pas être facile pour les socialistes. Hein. C'est ça. La CGT. L'accélération d'une dégradation de l'emploi et de tout le système néolibéral, de toute façon. Ouais, c'était très dur comme truc, quoi. Ouais, non, mais faut saluer les militants qui font du boulot comme ça tous les jours, et puis quand les périodes creuses, qui sont là à se battre pour leur cause, alors que tout le monde les méprise, fout de leur gueule. C'est drôle parce que moi, si tu veux, il y a 1 an, j'étais là, le lycéen lambda, quoi, qui se foutait de la gueule, qui disait putain, les mecs d'extrême gauche, les gros babos, là. Ouais, oui. Et maintenant, je suis là, je fous mes stories en cagoule. Darmanin vient là, tu vois, des trucs comme ça, quoi. C'est ça qui est drôle aussi. Oui. On est tellement vite dans le truc, on est tellement vite mobilisé par ces questions-là, et d'autant plus à Sainte-Soline. Mais c'est ça qui est ouf, c'est que les mecs ils sont là, oui, il y a des éléments radicaux, mais enfin de base, moi je suis typiquement pas le gars qui va se retrouver dans une manif sauvage. Bon, évidemment je n'y suis pas allé, non mais voilà, et le truc c'est que c'est tellement dégueulasse ce qui se passe que... Enfin, quand t'aimes pas l'injustice, t'as envie d'y aller, quoi. Ils poussent en fait à la radicalisation. Je pense que les groupes Black Bloc, les groupes Toto et tout actuellement, ils grimpent. Enfin, c'est sûr ça. Mais moi, je ne peux que les soutenir, même si on doit avoir des points de vue extrêmement divergents sur plein de sujets. Ces mecs-là font le taf qu'il faut faire. Il y a d'ailleurs, pendant c'était la grosse guerre, il y avait un journaliste de La Croix comme ça, donc La Croix, je crois que c'est un journal chrétien, qui nous dit sur un ton un peu méprisant. Mais est-ce que c'était la violence, c'est vraiment nécessaire d'en arriver à là? Et je lui dis, mais toi là, ta grosse tête, tu crois qu'on a envie d'être là, à se faire caillasser la gueule? tu penses que vraiment c'est ça qu'on voulait, nous? Mais non, en fait, la ridiculisation, c'est une réponse violente à toutes ces conneries. C'est normal. Bah oui. Mais tu vois, c'est marrant en plus, parce que ton parcours, c'est le parcours moi dont je parle souvent sur la chaîne, parce que c'est un... tu sais, le parcours un peu dit rouge-brun, entre guillemets. Je dis pas que t'étais un rouge-brun avant, je te connaissais pas, je veux dire, mais où aujourd'hui on est un peu obligé de se politiser à gauche ou à droite, quoi. T'as raison, parce que c'est un peu ça en fait. J'étais un peu conservateur, issu de la France prolétarienne, mais pas nationaliste du tout. Tu vois, mon père était pas un gros nationaliste. Mais oui, c'est vrai que moi, d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien le PCF ou Roussel qui drague en faisant du discours un peu démagogue, un peu à droite, tu vois. Et t'aimes bien Ruffin? Finalement,
les discours socialistes, etc., ça finit par me toucher un peu. Oui, bien sûr. C'est le problème de RS aussi, c'est que RS, ils ont tapé un peu large là-dedans, et du coup, il y a des gens, moi je trouve, qui sont vachement différents. T'as des gens qui sont vraiment l'aile gauche de RS, extrêmement différents. Et t'as des gens qui sont vraiment l'aile droite de RS. Et autant l'aile droite de RS, pour moi, c'est un peu l'aile gauche du RN, tu vois, autant l'aile gauche de RS, c'est des gars sur qui je suis proche sur plein de points, quoi. Pour moi, c'est presque des marxistes. Ouais, bah oui. Ils sont un peu plus conservateurs, mais en attendant, ils n'hésitent pas, il y en a, ils se qualifient d'éco-souverainistes, tu vois, à la Yankovici, genre, ou autre. Ceux qui disent RS, c'est République souveraine, c'est le parti de George Kuzmanovic, en fait, qui s'était barré, ou qui avait été viré, je sais pas trop, de la France Insoumise. C'était un conseiller de la politique extérieure de Mélenchon. Il s'est barré en 2018 ou 2019 parce qu'il n'a pas été élu. Et puis, comme il n'a pas été élu, il a fondé son truc. Ça se veut un peu plus République sociale. Moi je trouve ça un peu confus dans le sens c'est l'alliance de De Gaulle et Jaurès, machin, des trucs comme ça, mais en réalité c'est pas des mecs de droite non plus, quoi. Confus, en fait, si tu veux, c'est un peu le parti communisme des années 40 jusqu'aux années 90 qui était un peu là être extrêmement socialiste et en même temps pas non plus hyper même si en vrai ils étaient quand même vachement plus progressistes que RS maintenant. Ouais, ils étaient basés quand même. Non mais oui, je vois ce que tu veux dire. Et puis en plus c'est tenir les positions du Parti Socialiste dans les années 60 en 2020, c'est quand même pas pareil, quoi. Quand LFI et que... Alors, moi, le truc qui me fait rire, c'est quand on dit que EELV est qualifié d'extrême gauche, c'est des bourgeois, quoi. Enfin, c'est des mecs de métropole, et puis voilà, c'est tout. Ils font leur... Il y a rien d'extrémiste là-dedans. C'est ça qui est terrifiant, en fait. C'est que même les partis libéraux sont qualifiés d'extrême gauche. Bah oui, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit, il y a l'extrême droite, c'est Le Pen, Zemmour. Macron se présente comme le centre et présente comme l'extrême gauche la FI. Et donc du coup, lui il dit les deux autres c'est des extrêmes. Mais en réalité, Zemmour et Le Pen sont l'extrême droite. Macron c'est la droite et la FI c'est la gauche. Mais c'est même pas vraiment extrême en fait comme vision. Enfin. Ouais, c'est exactement, c'est libéral. Enfin, ça remet pas en question profondément le système économique. Et EELV, on en parle encore moins. Désolé, je sais que je tire beaucoup sur EELV, mais j'ai vraiment un problème contre. Non, mais je sais que c'est pas. Enfin, pour moi, c'est pas. C'est un peu. Ils remettent un peu en cause le libéralisme, mais voilà, pour moi, c'est pas un parti d'extrême gauche dans le sens où ils sont pas. C'est pas un parti socialiste réellement, quoi, la France Insoumise. Moi, je te donne un exemple de quel est l'indice aujourd'hui de la doxa dominante sur la question politique. Le Parti socialiste a été fondé par Jean Jaurès, qui serait aujourd'hui qualifié d'un pur terroriste, puisque le mec ne devrait pas hésiter à faire des trucs bien vénères, quoi. Et aujourd'hui, le Parti socialiste, c'est le centre-gauche, libéral, un peu bobo, et le PCF, qui était, là, du coup, le Parti communiste. Aujourd'hui, c'est Roussel qui est carrément devenu un SOSDEM, en fait. Oui. C'est le problème de Roussel, c'est que moi il me gêne pas, Roussel. Mais par contre, je trouve qu'il n'est pas à sa place. Il devrait être à gauche de la FI. En réalité, alors je vais me faire prendre à la gorge par les gars du PCF. Je sais que le programme est sûrement à gauche de la FI. Par contre, la communication de Roussel est à droite de la FI. Et donc Roussel essaie de prendre cette place qui était occupée avant par le PS, mais qui est une place qui, je pense, est morte, de la gauche respectable, raisonnable, machin, alors que quand on voit comment on se fait chier dessus, par exemple à Sainte-Soline, on est obligé d'avoir un discours qui est... tu peux pas être dans un discours, oui, je condamne toutes les violences, machin et tout, t'es obligé d'avoir un discours un peu ambigu, comme Mélenchon, où il est là... moi, ce ne sont pas mes modes d'action. On sait très bien que c'est pas les modes d'action que je prône, mais la vraie violence, c'est celle de la police. C'est plus ça, je veux dire, le discours de Mélenchon est beaucoup plus intéressant, je trouve, sur ce genre de questions que le discours de Roussel, quoi. Ouais, il est assez flippant là-dessus. Après, comme moi j'ai dit, c'est que la chute de l'URSS, ça fait que toutes les prolos un peu dépolitisés, qui avant étaient au PCF, qui avant il y avait une vraie conscience de classe, et ils sont tous barrés au RN, ou alors voire même chez Macron. Il y a des prolos qui votent Macron. Et c'est ça le problème, en fait, c'est qu'il faut essayer de les récupérer. Et comment faire? Enfin, c'est faire avancer des mouvements politiques, c'est tellement long, c'est tellement difficile. Et là, on se retrouve avec Horizon 2027, où en fait, à la limite Ruffin, ce serait la solution idéale. Et ouais, mais je pense que Ruffin, c'est bien. Et je vois que toi, c'est typiquement le genre de gars qui va t'attirer, mais je pense qu'il t'a peut-être pas assez large, Ruffin, et que pour le coup, avec Ruffin, on va perdre l'électorat ELV de ville, on va perdre l'électorat de banlieue un peu aussi, donc c'est un peu. Non, mais c'est ça, il vise pas assez large, il a peut-être pas non plus la carrure d'un mec qui, sur tous les sujets, reste à fond. C'est peut-être le plus pertinent sur les questions sociales. Ouais, c'est ça. Il s'intéresse pas aux autres, en fait. Puis en plus, on voit bien que... J'en parlais justement avec un adhérent de RS une fois, qui me disait comme ça que
quand Roussel avait dit ouais, la France qu'on veut, c'est la France du valeur travail et pas celle des allocs, il m'avait dit que en fait Ruffin, il est d'accord avec le fait que la France c'est la valeur du travail, mais comme il n'a pas vocation à devenir, je sais pas, une tête ou autre, un leader de parti, il avait rien dit en fait. Il s'était dit ouais non mais attention Roussel quand même. Et en fait, voilà quoi. Moi je l'avais trouvé, j'avais suivi ça d'assez près. Je trouvais qu'il avait une position qui est, en fait, il arrive souvent à avoir des positions englobantes là où Roussel a des positions des fois de rupture. Et si tu veux, il va avoir en mode on a déjà les banlieues, font qu'on ait aussi les campagnes. Alors que Roussel va être en mode je ne suis pas un parti des banlieues du centre-ville, je parle aux prolétaires des campagnes. Tu vois, il va avoir une tendance plus à casser et à viser un électorat très précis, Roussel, alors que Ruffin va essayer de ramener à la France Insoumise un électorat qui lui manque. Donc je trouve que c'est en ça que je trouve plus intéressant. Mais il y avait quelqu'un dans le chat qui réagissait quand je disais que le PCF avait un programme à gauche de la LFI, ça avait l'air de le choquer, mais le PCF, il faut regarder, le programme est extrêmement bien. Moi, je suis d'accord avec toi. Ouais, la retraite, c'est 37,5 annuités, je crois, la LFI, c'est 40. Le SMIC est plus haut chez le PCF. Au niveau des thématiques de genre, les deux sont très bien. Au niveau écolo, moi, je préfère que le PCF, je préfère le mix énergétique du PCF avec le nucléaire que le mix énergétique de la France Insoumise. D'ailleurs, ça c'est un truc aussi, je pense, qui est extrêmement problématique pour LFI et ELV, parce que typiquement, moi, c'était mon cas, c'est le fait d'être anti-nucléaire. Aujourd'hui, là, c'est pour draguer les gars de ELV qui fait ça, Mélenchon, je pense. Non, mais ils se suicident, en fait. C'est du suicide total, ce qu'ils font. Je suis désolé, hein, mais je suis obligé de parler d'abruti, parce que si Mélenchon était pro-nucléaire, moi je suis sûr qu'il gagnait quelques pourcentages et peut-être qu'il a le bon tour. Hein. Je suis pas sûr, moi. Je pense que c'est pas si. Moi je pense que c'est pas con pour avoir les votes ELV, sinon il aurait créé une scission avec ELV, et je pense qu'il y croit pas du tout, et je pense que s'il était au pouvoir, de toute façon, il dirait ah oui, mais on peut pas réduire tant que ça, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, tu vois. Ça peut-être, mais moi ce que je vois surtout, c'est qu'en fait, apparemment à ELV, il y a 50% des adhérents maintenant qui sont plus autant anti-éoliennes et tout que ça, en fait. Il paraît que ELV, même au sein, il y a des... Et après, je te dis ça, moi, c'est des articles que j'ai vus comme ça, où en gros, ils expliquaient que si ELV est plus anti-nucléaire, leur ligne tombe, en fait. Ouais. Donc, et qu'en fait, oui. en vérité, aujourd'hui, Jancovici a fait un tel taf, et sur ces questions-là, la France est tellement devenue pro-nucléaire qu'en fait... ouais, enfin, tu peux pas... Et surtout quand t'es un LFI qui a un parti qui a vocation à gouverner, tu ne peux pas être anti-nucléaire. C'est du suicide, c'est tout. Et je pense non, mais moi je suis d'accord avec toi de toute façon. Mais par contre, après, niveau écologie, Jancovici le disait aussi que le programme de la France Insoumise restait meilleur que celui du PCF, tu vois. Donc, oui, sur le reste, tu vois, genre pas sur le mix énergétique, mais ça fait pas tout. Et il se trouve que le programme L'Avenir en commun est beaucoup plus fourni que le programme du PCF et qui parle de plein de choses. Il parle des méthodes de construction, de plein de choses comme ça. Moi, j'y connais pas grand-chose, mais Jancovici disait que c'était le meilleur programme au niveau écologique, quoi, le programme de la France Insoumise. Donc, c'était intéressant, ça aussi. Bon, est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce que tu as d'autres trucs? Moi, je me rends pas compte. Je pense que j'ai bien parlé en soi. Bon, du coup, des patates, on va te laisser peut-être. Merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage, c'était super intéressant. Si tu fais d'autres manifs comme ça, tu pourras revenir en parler si ça te dit. En plus, c'était assez clair, c'était assez rapide. Bon, t'es jeune en même temps, t'as pas encore le cerveau détruit par la vie. Oui, certainement. Mais écoute, merci beaucoup à toi de m'avoir reçu. Puis, et merci le chat aussi. Carrément. Carrément. Du coup, on reçoit aussi la raffinerie qui était dans le chat et puis qui voulait nous raconter un peu ce qui s'est passé, ce qu'il a pu voir au bassines à Sainte-Soline. Donc, vas-y, la raffinerie, tu peux... Ouais, du coup, juste un peu de contexte. Du coup, comme patate, moi, je suis parti, du coup, vendredi soir. Je suis arrivé dans la nuit sur Poitiers, j'ai rejoint des amis là-bas. Ok, lui, il était parti samedi. Décale dans un... Et après, ouais, mais sur Poitiers, c'est-à-dire pas sur le site même. Et après, on a décalé, en gros, avec un gros convoi pour arriver sur Vauzet. Et du coup, on était un groupe de 4 potes pour être en groupe, tout ça, et rester ensemble. On est arrivé sur Vauzet, on a vu... Non, pas du tout. Ah oui, t'étais pas avec Patate, en fait. Okay. Non, on s'était mis à 4 en fait pour être... Et on restait ensemble, tout ça, pour une question de sécurité. Ouais. Et du coup, on est arrivé sur Vauzet. Il y avait les convois qui partaient. Donc, il y avait en gros 3 convois. Un convoi chill avec, du coup, la Confédération Paysanne, avec plein de partis politiques, du coup, la NPA. Du coup, j'ai effectivement croisé Pluto sur le chemin, c'était très cool. Il y avait
il y avait la FI, il devait y avoir plein d'autres syndicats et des organisations de gauche plus mystérieuses. Il y avait ensuite 2 autres convois avec des militants du coup un peu plus déter quoi. Et du coup la stratégie, comme avait expliqué Patate, c'était d'arriver à 3 convois en fait sur le site pour essayer de passer quoi. Et du coup, je vais pas refaire tout le truc pour aller là-bas, il avait bien expliqué. Mais donc, du coup, toi, tu dis que le truc que tu rajoutes un peu, c'est qu'il y avait différents convois selon le niveau de si t'étais vénère ou pas, quoi, en gros. Ouais, c'est ça, en fait. Ça avait été organisé comme ça. Et du coup, il y avait 3 équipes, en fait. Je crois qu'il y avait Loutre, Outarde et Lapin, je crois, un truc comme ça. Ok. Et en fait, selon les équipes, c'était plus ou moins les militants plus ou moins prêts à aller au contact des policiers. Ok. Et du coup, ouais, et c'était un truc qui avait été aussi relevé par l'Observatoire des droits de l'homme, c'est qu'en fait, il y avait des convois qui se sont fait gazer avant même d'arriver sur site. D'accord. En fait, t'avais la Bravem qui était en quad à côté et qui envoyait des lacrymos en fait sur des convois. D'accord. Avant, genre c'était encore à bien 300 mètres des bassines, quoi. Il y avait déjà des trucs comme ça qui étaient faits. D'accord, donc alors il y a des gens dans le chat qui disaient que c'était pas la Bravem, que c'était des gendarmes, mais bon, on s'en fout à la limite. Mais du coup, ouais, ils gazaient avant même. Toi, tu les as vus gazer avant qu'il y ait eu du bordel du côté des militants. En fait, moi, j'étais dans le convoi de Chill, qui était en fait le premier à être parti. Et en fait, mais sauf qu'on a fait un tour un peu plus grand pour arriver à la bassine. Et ils ont pris du coup un autre chemin. En fait, à un moment, il y avait 3 chemins en parallèle qui convergeaient à la bassine. Et donc, on voyait les 2 autres convois. Et on était encore en train de marcher. Et on voyait en fait des énormes fumées blanches au-dessus des convois. Donc vraiment, c'était des gaz lacrymaux, quoi. Et du coup, avec mes potes, on avait un peu remonté tout le convoi de Chill pour arriver en tête de convoi. Et donc, on est arrivé à peu près en même temps que les 2 autres convois sur place. Ouais. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'était... c'est moi ce qui m'avait vraiment presque choqué, c'est qu'il n'y a jamais eu d'entre-deux, en fait. C'est que direct, les convois arrivent, et là, c'est 14-18. C'est vraiment... vraiment, c'était bombardement. Ça explose de partout, des nuages de lacrymo. Et du coup, ce qu'avait expliqué Patate, en fait, c'est des black blocs qui s'organisent du coup en blocs compacts, avec boucliers, parapluies, etc., qui essayent d'avancer le plus possible. Mais t'avais déjà vu une scène comme ça, toi? Ah, jamais. Ah non, parce que c'est un peu comme Patate, en fait. Genre, j'ai fait des manifs pendant les Gilets jaunes, Jeunesse pour Climat, tout ça. Et c'est vraiment cette année où, avec la réforme et tout, je passe beaucoup plus de temps dans les manifs, à discuter avec des gens qui sont beaucoup plus à gauche que je l'étais et tout. Et du coup, on m'a proposé d'y aller, j'ai accepté. Et c'est la première fois que je participe à un truc de cette ampleur, quoi. D'accord, ouais. D'accord, ouais. Et c'est... Et du coup, ouais, c'était... Du coup, nous, on est restés... En fait, on avait une trousse de soins dans notre sac. Donc, on avait un peu... C'était un peu improvisé, médic, tout ça. On allait aider un peu les gens. Et vraiment, je crois, 15 minutes après être arrivé sur site, il y avait déjà des... Je sais pas si ça se choque dans le chat de parler de trucs un peu plus crus. Du coup, je préviens, ça va parler de sang, de trucs un peu bizarres. Pendant truc pour un peu montrer, aussi rééquilibrer le discours sur la violence. Ouais. Et on arrive en 15 minutes, il y a déjà un bouc avec un doigt arraché. On est en mode, oula, bizarre un peu, ce qui se passe. Et faut bien se C'est quoi, t'as vu, attends, j'étais en train de regarder le chat, t'as vu un mec avec un doigt arraché, c'est ça? Ouais, c'est ça. Putain, on arrive, et c'est pas le pire. Hein. On arrive, en gros, la stratégie, c'est quand il y a quelqu'un qui est blessé, tout le monde crie médic. Comme ça, les médics voient et peuvent aller sur site, sur le gars pour l'aider. Et en fait, on arrive et ça crie médic de partout. Genre vraiment, il y a des dizaines de personnes qui sont là, bras en l'air, à crier médic. Et du coup, mon pote avec la trousse de soins se dit, bon, on va quand même faire quelque chose. Du coup, on y va. Et là, on voit le gars avec vraiment un doigt qui pend, avec des bouts blancs, donc je pense que c'était l'os et tout. Et c'était 15 minutes après l'arrivée sur site, tu vois. Donc vraiment, c'était délirant à quel point il n'y a pas eu de sommation, il n'y a pas eu de stratégie de force croissante, machin. C'est direct, ça envoie de la grenade explosive, de la lacrymo et tout. Enfin, c'était vraiment délirant. Ouais. Et juste pour donner un peu représenter, c'est que la GLM machin là, c'est en fait une grenade à la fois lacrymo et désencerclante. Ah bon, c'est lacrymo quand aussi? Ça arrive, ouais, je crois. Ouais. Enfin, il y a 3 types de grenades. Il y a lacrymo, désencerclement, assourdissant, et il y a un truc qui fait les deux, et qui est souvent responsable de tout ce qui est mutilation et tout. Enfin, c'est vraiment une horreur. Et en fait, quand ça arrive dans le sol, ça fait un trou de 30 cm dans le sol. Ouais, quand même, ouais. Donc c'est vraiment un mini cratère, quoi. Ouais. Donc vraiment, du coup, si ça explose pas au niveau du sol, mais au niveau des gens, bah ça peut vraiment faire des dégâts terribles.
Et du coup, enfin, au niveau des mains, au niveau de la tête, s'il n'y a pas de casque et tout, enfin, ça peut vraiment être terrible. D'où le gars avec le trauma crânien. Il y a Will Shot qui dit dans le chat, c'est toujours les keufs qui fixent le niveau de violence. Et ça, c'est assez vrai quand même. Et c'est ce que disait Mélenchon. Il dit, j'ai un peu l'impression. On aurait mis 2 keufs, en fait, il se serait rien passé. Enfin, à la limite, il y aurait eu des dégradations sur un tuyau, quoi. Et les gars, non, ils sont obligés d'envoyer 3000 mecs et puis des grenades de l'armée, quoi. Enfin. Ouais, parce que j'avais déjà fait des manifs sauvages où il n'y avait pas de keuf et c'était littéralement rien passé, quoi. À part 2-3 fenêtres de banque pétées, mais à part ça, il n'y avait rien. Mais moi, j'ai vu ça, tu vois, en passant de Paris à la province en manifestation. Bah, quand t'as pas des mecs en moto où t'as l'impression que tu vas te prendre un coup de matraque si tu regardes pas derrière toi tout le temps, t'es pas dans le même truc, dans le même mood en fait, et tu vas pas aller commencer à aller à l'encontre des flics en fait, parce que les flics c'est des mecs, des vieux Gilbert de 50 ans là, qui ont une tête à avoir une haleine de café clope là. tu fais rien avec ces mecs là en fait, ils sont plus ou moins sympathiques en soi, c'est pas les mecs les plus sympathiques. J'en ai croisé en plus des CRS comme ça et tout, c'est vrai qu'ils sont cool. Bah non, mais c'est ça, c'est pas le même type de mec. Alors après, je pense que les plus jeunes aussi, ils sont en mode petit con testostéroné qui est là pour casser du gaucho, quoi. Ouais, je sais pas pourquoi, à quoi c'est dû ça, les différences entre ceux qui respectent bien les protocoles et ceux qui sont vraiment en mode cow-boy à faire n'importe quoi. Après, je sais pas s'ils sélectionnent les mecs les plus cons pour aller à Paris, mais à Paris, ils étaient vraiment cons, quoi. Ouais. J'ai l'impression que les policiers sont plus cons que les gendarmes. Je sais pas si c'est juste une impression, si c'est réel, mais... Enfin, d'expérience, c'est que ça s'est assez vérifié. Je sais pas. Et ouais, du coup, en gros, nous, on n'était pas vraiment tout devant. On n'était pas non plus tout derrière. On était un peu en entre-deux, quoi. Et c'est ce qu'il expliquait, Patate, et que c'est vrai, en fait, c'est qu'ils ont des trucs pour lancer des grenades jusqu'à 200 mètres. Donc, en gros, ça pilonnait, genre, dans un rayon de 200 mètres autour de la bassine, c'était lacrymo et grenade assourdissante, quoi. Ouais. Et faut bien se rendre compte, en fait, le blast de la grenade assourdissante, c'est une dinguerie. C'est vraiment, il y a une onde de choc qui vient. Ah ouais? En fait, c'est assez violent. Genre, même que si ça explose à 10-15 mètres, bon, déjà, c'est 160 décibels à 10 mètres. Donc, c'est un truc niveau marteau-piqueur, quoi. Ouais. 160 décibels à 10 mètres, attends, c'est ça que t'as dit? 160 décibels à 10 mètres. Non, mais ouais, j'ai regardé les. C'est hyper mauvais pour les tympans. Au-dessus de 130, t'as des douleurs et tout. Putain, un avion, je crois, c'est. Un avion, je crois que c'est 120 ou 130 décibels, un truc comme ça, enfin, qui décolle. Après, c'est une histoire. Non, c'est beaucoup plus un avion. Après, ça dépend, là, c'est une histoire de distance. Le plus t'es près, ça monte très fort avec la proximité. Donc, et voilà. Et après, il y avait vraiment des blessés de guerre. Enfin. Parmi les blessés graves, c'est vraiment en fait c'est une grenade assourdissante qui explose au niveau de la tête et là c'est vraiment c'est l'os qui pète et tout, donc c'est vraiment chaud, quoi. Et du coup, pour revenir sur cette histoire de policiers qui bloquent le SAMU, en fait il y avait une longue route qui allait de la bassine jusqu'à une route un peu plus grosse, et du coup nous on était dessus, ils avaient réussi à sortir le gars de la zone vraiment dangereuse pour le poser sur la route. J'ai vu du coin de l'œil, c'était vraiment atroce. Et du coup il y avait des mecs de l'orga qui essayaient un peu de calmer tout le monde, de dire faites un espace sur la route. Et pendant 30 minutes, ça disait oui, faites un espace sur la route, faites une file, l'ambulance va arriver et tout. Et on voyait l'ambulance 300 mètres plus loin, bloquée, 2 fourgons de CRS devant. Et on était là en mode qu'est-ce qui se passe, genre le boug est en train de. Et le boug est en train de canner, ils sont bloqués par les keufs, quoi. C'était vraiment aberrant comme situation, avec toujours les hélicos au-dessus targetés à 5 étoiles. Qui tournaient, ils faisaient rien, on était en mode, mais ils savent exactement ce qui se passe, il n'y a rien qui est fait, quoi. Ouais. Ça, c'était vraiment. Ben, non, mais ça a l'air d'être un gros délire. Il y a un mec qui mettait dans le chat, j'ai des potes, ils sont partis, ils étaient tièdes par rapport aux flics, ils reviennent, c'est des gens à cab. Ouais, mais c'est vrai, c'est un peu la même, ouais. Ouais, c'est un peu une usine à radicalisation, ce genre de manif. Genre, c'est. Et j'aimerais bien. Donc, je pense que j'ai peut-être un peu éludé la question des violences, parce qu'il y a peut-être pas le plus intéressant au final. Donc, et en fait, la manif s'est arrêtée, ça a jamais été dit, mais en gros, à un moment, il y a une pause goûter qui a été faite. Ah bon? Vraiment, le truc qui m'a le plus choqué dans ce truc, c'est à quel point il y a plein de trucs qui sont superposés qui auraient jamais dû être là au même moment, en fait. Parce que vraiment, dites-vous dans les cortèges, à 10 mètres, il y avait des extrêmes gauches, dreadlocks, piercing, full en noir, bouclier et tout, prêt à aller au contact des flics, et des pépés, des mémés et des familles. Vraiment dans les mêmes cortèges. J'ai vu des gosses.
Genre les boucs 7 ans, ils étaient là avec leurs petites bottes, leurs petits kawaii avec leurs parents. Putain, c'est le délire. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment un truc qui rassemble plein de gens. Et donc il y a vraiment plein d'ambiance en fait. Et c'était vraiment l'impression qu'on avait à côté des bassines. En fait, t'avais du coup à 10 mètres des bassines, c'était vraiment 14-18. Et plus on s'écarte, plus c'est chill. Et vraiment loin des bassines, en fait, c'était les gens qui étaient là juste pour manifester de manière plus tranquille, quoi. Et donc c'était vraiment une toute autre ambiance. Ça, c'était très très bizarre. Et du coup, à un moment, en fait, pause goûter. C'est vraiment en 10 minutes, tout le monde s'écarte, ça s'assoit, ça se met en groupe, ça discute, ça mange des cookies et tout. Il y a vraiment il y a vraiment une mémé qui m'a proposé des cookies. Qu'est-ce qui se passe? Mais même les gens, les Black Blocs vénères et tout, ils se sont posés pour le goûter. Ah mais vraiment tout le monde, ça parlait, ça discutait, ça chantait. Bon, les chants c'est toujours tout à balle et ta police, des trucs comme ça. Ça c'est ma France. Et vraiment, et à un moment en fait, ça c'était vraiment le moment, je pense, le plus lunaire de la manif, c'est qu'il y a un groupe avec des tambours en fait qui était là. Donc ça commence à jouer. Donc ils étaient tous masques et tout machin. Et tout le monde se lève, tout le monde se met derrière eux et on commence à avancer en fait vers les bassines comme ça. Et du coup, il y avait bien 2000 personnes comme ça qui avançaient et avec des gens qui dansaient autour des tambours et tout, et les grenades qui commençaient à tomber. Et donc c'était vraiment le côté, il y a vraiment une grosse tension entre les deux, avec de la musique, des gens qui dansent, des trucs qui pètent, des mecs qui vont à l'avant avec des boucliers et des feux d'artifice pour tirer sur la police. Et d'un coup, il y a leur gars qui arrive qui fait non, on arrête tout en fait, on n'a plus assez de médicaments pour aider les gens. Donc là, si on continue, qu'il y a quelqu'un qui est blessé, on peut pas s'occuper de lui. Ah oui. Du coup, on a fait gros ratio, on rentre. Quoi. Ouais, tu dois pas être bien content quand on te dit ça, tu vois, tu fais le mec et tout, mais on te dit on rentre, tu dis ok, on rentre. Ça. En fait, c'était un peu, on était à la fois dégoûté de fou, parce qu'on se disait, putain, en fait, au final, ça durait très peu de temps, ça a dû durer 2 heures max, le truc sur la bassine. Mec, 2 heures, t'as 4000 grenades qui tombent. Ouais, énorme. Ouais, mais moi, je pensais que ça allait durer 6 heures, tu vois. Mais non, en fait, c'était vraiment, ça arrivait, on est arrivé, on est reparti assez vite. Ouais. Mais de l'autre, on se dit, putain, en vrai, gros sang-froid de leur gars de se dire ça, de se barrer, parce que s'il y a vraiment des blessés graves et qui peuvent rien faire, c'est vraiment chaud. Ouais. Du coup, on rentre. Bon, je passe tout le morceau, on marche dans la boue, tout ça, pour rentrer. Et en fait, il y avait en gros, dans une ville à côté, à Mel, il y avait un festival qui avait été organisé par les bougs, les assos, en fait. Et du coup, on contourne les barrages de keufs, on arrive à Mel. Et là, il y a 3 stands avec de la musique. Il y a une big cantine avec des plats à prix libre. Il y a des bars. Et il y a en gros, je pense, 10 à 20 000 personnes dans Mel, tu vois. Donc x3 sur la population de la ville. Et en fait, c'est vraiment le maire de la ville qui a donné les clés aux assos pour qu'elles puissent organiser la fin de la manif. Et il y a ensuite tous les événements de dimanche. Et c'était en gros des tables rondes, des conférences et tout. D'accord. Et ouais, et c'est ça vraiment, l'émeute m'a vraiment marqué que il y a 5 heures, c'était ambiance presque guerre. Et il y avait vraiment des gens qui étaient là au bout de leur vie, littéralement. Et 5 heures après, 6 heures après, c'est la grosse éclate. Et c'est un peu pour pondérer l'histoire les radicaux ultra dangereux et tout, les radicaux d'extrême gauche. Là, c'était juste des gens qui faisaient la fête, quoi. Avec leur gars qui donnait de la bouffe à prix libre. Du coup, on pouvait même manger gratuitement si jamais on n'avait pas les moyens. Non, mais c'est évident, mais c'est tous les fantasmes que les gens ont autour de choses qu'ils connaissent pas. De loin, on te présente toujours les choses comme. Enfin, on a toujours l'impression qu'il y a des gens qui sont méchants, qui vont juste être violents et tout, alors qu'en réalité, c'est des gars comme toi et moi. Ouais. Et encore une fois, le festival était grave familial en fait. Il y avait une attention grave particulière sur le fait que les espaces de danse puissent être accessibles même aux personnes au fauteuil roulant. Faites attention aussi au VSS. Il y avait des panneaux partout, des gens de leur gars qui prennent la parole quand il y avait des comportements bizarres et tout. Ouais. Et il y avait même une salle couverte, chauffée et tout pour les gens qui, genre pour les vieux typiquement, avec dedans des danses folkloriques bretonnes, tu vois. Et donc on était là. Avec des pépés, des mémés, des black blocs à danser des danses folkloriques bretonnes. Oh putain, ça doit être marrant quand même. Mais c'était vraiment le mot qui résume ce week-end, c'est lunaire. Il y a trop de choses qui se passent, c'est aberrant. En vrai, tu donnes envie d'y aller une prochaine fois, tu vois. En fait, faut être quand même prêt à la violence quand même. À la fois c'est dangereux, à la fois ça a l'air d'être un truc inoubliable, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Mais c'est vrai, c'est un peu l'expérience que j'ai.
Après, comme l'avait dit Patate, il y a clairement des gens qui ont une haine viscérale des keufs. Et s'ils y vont, c'est avec des motivations aussi, quoi. Il y a vraiment. Après, il faut se demander pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont une haine viscérale des keufs. Enfin, je veux dire, là, le gars qui est dans le coma, t'imagines ses potes et tout, genre s'il meurt et tout, c'est possible qu'après ils aient une haine viscérale des keufs, tu vois. Enfin, ça s'explique aussi des fois. Hein. Et puis j'avais un truc qui avait marqué aussi, c'est qu'il y avait aussi, je crois que c'est rare une manif aussi violente. J'ai discuté vite fait après avec des gens qui étaient vraiment allés tout devant. Et eux, c'est des gens un peu extrême gauche dans leur vie et tout. Et c'était jamais arrivé, quoi. Genre un tel déferlement de violence. Et j'ai vraiment vu des gens choqués et tout, en mode PTSD un peu. En mode qu'est-ce qui vient de se passer, quoi. Genre j'ai vu des potes prendre un éclat dans le bras et tout. Enfin, c'était. Donc je pense que ça peut aussi créer des animosités beaucoup plus profondes sur des événements. Ouais. C'est là, tu vois, où quand je parle de basculement autoritaire, basculement pré-néo-fasciste, ou truc comme ça, c'est un peu ça. C'est pas enfin, c'est nouveau, quoi, dans la France des 40 dernières années. C'est nouveau, quoi, ce qui se passe actuellement. Mais je crois qu'en plus, on est le seul pays d'Europe à utiliser des explosifs comme arme, comme outil, comme arme pour le maintien de l'ordre. Oui. Donc on est vraiment les seuls à le faire en Europe, ça. Ouais, mais en fait, on a la police la plus vénère de tous les pays civilisés. Mais peut-être aussi parce qu'on est un des pays où il y a le plus de manifestations. Je pense qu'ils ont les chocottes. Hein. Moi, je me souviens de quand ils avaient appelé aux États-Unis, je crois que c'était pendant Black Lives Matter. Ils avaient demandé, je sais plus si c'était pendant Black Lives Matter ou pendant les manifs pro-Trump après l'élection de Biden, enfin je sais plus, mais un truc comme ça. Et ils avaient appelé le préfet allemand pour leur demander comment on faisait pour gérer des gars, tu vois. Et tu te dis ça pue la merde, pourquoi on te demande ça oui. Parce qu'en fait les gilets jaunes, il y a aucun pays civilisé qui a géré un truc comme ça de cette manière, c'est très très bizarre. Et d'ailleurs les gars du Capitole, quand on regarde combien ils étaient, je crois qu'ils étaient genre 30 000, tu vois. L'Allemand il a géré genre 300 000 gilets jaunes sur les Champs-Élysées, tu vois, c'est pas du tout les mêmes 30 000 c'était à peu près l'effectif pour les bassines, hein. Oui, c'est ça, ouais. Et aux États-Unis, 30 000 mecs, ils arrivent à prendre le Capitole, tu vois. En France, on peut être 500 000, et là, 30 000 mecs en France, on n'arrive pas à rentrer dans un putain de trou de terre. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc voilà, la France est exemplaire au niveau de la répression. Voilà, on est très très fort. Et l'analyse qui a fait Patate, je l'ai vraiment ressorti. C'est ce côté. Déjà, il y a un peu une ambiance guerre avant les armes à feu. On est là en mode à faire des cortèges avec des boucliers, à se lancer des cailloux. Ouais. Et eux, ils nous font des trucs bombardements comme Napoléon. Et ce côté, en fait, c'est qu'on s'affronte, mais en même temps, il n'y a pas de mort. C'est très bizarre, en fait. C'est à la fois non violent et violent comme affrontement. C'est assez chelou, en fait, comme... Et moi, je pense qu'il n'y a pas de mort, parce que l'État sait très bien que s'il y a un mort, ça va mal tourner au niveau de... Mais il y en a déjà eu, en fait. Du public, quoi. Il y en a déjà eu des morts dans des... dans un... Soit c'était la construction d'un barrage à... Yémen, je crois, ça s'appelait. Et du coup, il y a un keuf qui jette à l'aveugle une grenade aveuglante dans le noir, ça tombe sur la nuque d'un gars et le gars meurt. Du coup, c'est déjà arrivé, et finalement, c'est un peu passé à la trappe. Il y avait Rémi Fraisse aussi, ouais. Ouais, c'est Rémi Fraisse, je crois que c'était lui, ouais. Ouais. Finalement... C'était une grenade aveuglante, Rémi Fraisse, je croyais que c'était un truc qui avait pété, moi. On va regarder. C'était en gros, c'était l'ancêtre de la GLM, machin. Ouais, voilà. Du coup, qui a été enlevé après ça. Ouais, oui, c'est ça, c'est un truc de la TNT dedans. Ouais, c'est une dinguerie qu'on nous balance ça sur la gueule. Hein. Moi, ce qui me fume, mais c'est pas drôle, c'est que on nous balance des trucs, et en plus, c'est nous qui les payons, quoi. On finance des mecs. C'est notre argent qui part en fumée, mais littéralement, quoi. Qui nous casse la gueule, ouais, c'est ça. Rémi Fraisse est un botaniste français impliqué dans... Il a été tué par l'explosion d'une grenade assourdissante. T'imagines, le mec, il milite pour la conversion de pour la conservation de la nature, quoi. Enfin, n'importe quoi. Ouais, c'est aberrant. Il ouais. se fait enculer par... J'étais vraiment assez estomaqué par ça. Hein. Du coup, on l'a un peu mauvaise envers les flics après ce genre d'événement, quoi. Surtout le discours de Darmanin et tout, là, mais ça fait péter un câble. Hein. C'est tellement faux, quoi. Enfin, c'est tellement... C'est voyant, quoi, tellement c'est faux, c'est aberrant. Et genre, même avant, on avait écouté la radio pour y aller, et c'était déjà en train de justifier l'usage de violence en disant oui, on a perquisitionné on a fouillé des voitures, on a trouvé des hachettes, des machettes, des haches, des boules de pétanque et tout, mais j'étais en mode, mais what the fuck, quoi. Et c'est là où j'ai pas vu une. Ouais, on rentre dans un truc qui est très autoritaire et très violent, parce que
même si quelqu'un est pris avec une hachette dans sa voiture, il n'est pas censé être victime de violence par les flics, tu vois. Enfin, à ce moment-là, si on considère que le gars est dangereux, on peut le juger, on peut faire des trucs, mais on n'est pas censé lui balancer des grenades dans la gueule, quoi. Enfin... Bah ouais. Mais surtout, de ce que j'ai vu, c'est qu'il y a un déséquilibre aberrant entre l'équipement des Black Blocs, du coup, et ceux des flics. Hein. Ah bah évidemment. Ouais. Et vraiment, c'est des boucliers en PVC, c'est des parapluies et des raquettes de tennis, grosso modo. Avec des cailloux, des cocktails Molotov pour vraiment les plus énervés. Mais... Il y a Xenon qui dit quand je regarde les violences policières lors des gilets jaunes, des retraites et des bassines, et que je compare avec d'autres pays en Europe, il n'y a qu'en Russie et en Biélorussie que je trouve des répressions de même ampleur. Mais c'est ça, tous les pays qui sont, entre guillemets, les pays les plus avancés et tout, ils n'ont pas ce genre de violence. Hein. Ouais, c'est assez étrange, ces gestions des manifs en France. Bah, c'est bizarre que mais c'est qu'ils ont peur de perdre le pouvoir aussi, quoi. Faut le dire. Bah, parce que, du coup, on est quoi? On est ceux qui font, parmi les pseudo-démocraties, avec ceux qui font le plus de manifs, du coup, c'est l'État qui est le plus autoritaire, genre. Je pense qu'on a ce côté-là. Je pense qu'on a quand même un peu d'une tradition un peu révolutionnaire, un peu manif, un peu machin, et du coup on s'en prend plein la gueule parce que les mecs le savent et qu'ils sont préparés, quoi. Enfin, c'est quand même étonnant qu'il y ait ce niveau de violence en France, quoi. Ouais. Bah, j'espère au moins que ce genre d'événement, ça va un peu foutre ça dans le débat public, quoi, pour un peu des questions qui traversent les populations, pour se demander est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir un maintien de l'ordre comme ça en France, genre à quel moment on passe de gardien de la paix à force de l'ordre et à brigade de répression. Hein. Et la milice. Non, mais surtout quand on voit que c'est là, typiquement, c'est pour défendre du coup des bassines qui sont là pour l'intérêt privé, enfin pour l'intérêt des grands agriculteurs. Donc en fait, c'est vraiment ce dont on parle quand on parle de néolibéralisme, c'est-à-dire que quand il y a des trucs qui coûtent cher, genre par exemple la sécurité, on utilise des officiers publics, des officiers nationaux pour faire de la sécurité pour des installations qui ne servent pas à la majorité des gens, quoi. C'est ça qui est honteux. Mais surtout, installation financée massivement par l'État, défendue massivement par l'État, et qui serverait plutôt en fait le privé, quoi. Bah oui. Donc c'est assez bizarre. Il y a Man qui pose une question dans le chat, c'est est-ce que maintenant tu seras plus méfiant sur les questions de sécurité ou des trucs qui peuvent mener à ça, type racisme d'État? J'ai pas compris. Bah dans le sens où, c'est ce dont on parlait hier avec Wissam, mais c'est vrai que des fois l'État en fait met en avant des choses, par exemple l'affaire Equisen. On t'expliquait que ce gars-là, c'était normal que Darmanin en fasse une affaire personnelle et qu'il fallait outrepasser les lois de la République pour directement avoir une procédure en fait où tu passais même plus par la justice, tu passais par Darmanin qui voulait le foutre dehors, quoi, en gros. Et des fois il y a ces procédures-là où on met en avant en fait le fait qu'un gars, parce que Equisen à côté de ça, il avait tenu des propos qui étaient antisémites, des trucs comme ça, tu vois. Mais en fait, on se servait de cette affiche-là, genre en mode c'est un islamiste, du coup on peut lui faire ce qu'on veut. Et ce qu'on disait hier avec Wissam, mais qui était vrai, c'est que le problème de tout ça, c'est que si tu commences à accepter ça pour Iquisen, en plus tu vas accepter ça pour aussi les militants d'extrême gauche. On va te dire, c'est ce que dit Darmanin, c'est des terroristes, ou l'autre meuf là qui disait c'est des opposants. Et donc on va commencer à pouvoir légitimer des violences policières à partir des populations les plus précaires, les populations de banlieue et tout, les populations musulmanes, et on va passer avec les mêmes méthodes, quoi, sur des populations d'extrême gauche, et puis après ce sera la gauche, et puis tu vois, enfin, une fois que tu as accepté pour l'un, tu es obligé d'accepter pour les autres, quoi. Ouais, je vois. Bah en vrai c'est je sais pas si tu as réfléchi à ça, peut-être pas. Bah en vrai l'histoire c'est quoi? C'était l'histoire de l'imam, c'est ça là, qui avait été ouais, c'est pas par rapport à l'imam particulièrement, mais si tu veux, genre il demandait est-ce que maintenant tu seras plus méfiant par rapport aux questions sécuritaires, parce que si tu veux, des fois les questions sécuritaires on les pose, et on les pose dans un contexte très particulier. Par exemple, je sais pas, tu sais, on va prendre un attentat, on va prendre l'affaire, comment il s'appelle, le prof qui s'est fait décapiter par un... Samuel Paty. Samuel Paty, voilà. Et ben, on va prendre l'affaire Samuel Paty, on va en faire un cas un peu particulier, et on va passer une loi sécuritaire sur les islamistes en général. C'est un peu chelou, et en fait, cette loi-là, après, tu peux l'étendre en disant, bah, le problème, c'est les terroristes. C'est le pied dans la porte, quoi. Bah, c'est un peu ça, c'est tu dis, Samuel Paty a été tué par un terroriste, donc il faut une législation, une violence policière spéciale envers les terroristes, sauf qu'après, quand tu considères les mecs d'extrême gauche comme étant des terroristes, ben, et que
tu considères que la France insoumise c'est des gens d'extrême gauche, tu vois le cercle vicieux, quoi. Ouais, il y a un glissement qui se fait en fait. C'est ça, on utilise des histoires quoi, pour des faits marquants pour. En plus, à force d'utiliser les mêmes mots pour appeler je sais pas, genre les deux frères Kouachi là qui avaient calaché tout le monde à Paris, et des mecs qui vont protester contre l'accaparement des ressources primaires par le privé, on utilise quand même le même mot de terrorisme pour les deux, je trouve. Ça n'a aucun sens. Et en fait, ça permet du coup de faire ce glissement entre, tu mets au même niveau, du coup la réprime de force proportionnelle là. Du coup, vu qu'on les appelle pareil, en fait, on peut les tabasser pareil, quoi. C'est exactement ça. Parce que t'imagines, ils appellent EELV, quoi, c'est de l'extrême gauche pour eux, tu vois. Enfin, je trouve ça aberrant parce que pour moi, EELV c'est du centre gauche. Le PS, c'est devenu l'extrême gauche. Ouais, c'est ça. Le PS, c'est devenu l'extrême gauche. Anne Hidalgo, Black Bloc, attention. C'est fou. Et c'est marrant parce qu'on voit l'extrême droite qui tombe là-dedans, tous les mecs qui disaient avant on se fait traiter de facho alors qu'on l'est pas, ce qui était peut-être vrai pour certains d'ailleurs, et ben maintenant ils tombent dans le truc inverse où les mecs vont traiter d'extrême gauche à partir du PS, quoi. Donc c'est à partir de... c'est vraiment la grand penseur, Marine Le Pen est une femme de gauche, hein, donc à partir de là... Ouais. Non mais c'est vraiment la thématique du bouc émissaire, quoi. Mais en vrai c'est vrai que c'est assez ça fait même presque peur ce côté c'est flippant, ouais. Utiliser des trucs qui font la une, quoi, des faits divers pour faire société. On peut pas penser à un projet de société sur un épiphénomène, genre ça n'a pas de sens. Tout à fait, ouais. Je veux dire, oui, parce que c'est arrivé une fois ici, on va même pas se poser la question de la structure qui a posé à l'apparition d'un tel phénomène, juste on va faire de la répression. Non, c'est pas comme ça qu'on pense une société, genre. Ouais, ça sert juste à faire passer des lois sécuritaires, xénophobes et tout ce qui va avec, genre c'est tout le délire d'ailleurs des mecs d'extrême droite. Si tu regardes bien ce qu'ils font, ils font énormément de faits divers. Tu prends tu prends ce que fait Cro-Blanc, c'est que il y a un fait divers, il y a un arabe qui a fait je sais pas quoi et donc il en déduit un truc, mais c'est de la merde épistémologiquement, quoi. Enfin, c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut faire des statistiques, il faut faire des grandes dynamiques. C'est du cherry picking, quoi. Bah c'est ça, je veux dire. C'est arrivé une fois là-bas, du coup ça va tout le temps arriver, du coup il faut les foutre dehors. Enfin, ouais, et puis en plus il fait des liens de cause à effet débiles sans prendre en compte des choses plus larges, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Bah, Psycho fait un peu ça aussi, même si Psycho aujourd'hui il est devenu basé, hein, il parle des retraites à fond, mais il a un peu même fait une vidéo sur la dissolution de la Bravem qui était assez étonnante. Mais ouais, mais et la Bravem. Vraiment, la Bravem ça m'avait choqué, c'est vraiment des kikis en quad, hein. C'est aberrant. Ouais. Vraiment, les gars, on les a vus parader sur leur petit quad avec leur casque blanc, faire vroom vroom dans la gadoue, vraiment, on était là, mais les frérots, mais c'est quoi ça? Ils doivent se régaler, non, c'est des mecs qui aiment bien. Quad. Ouais, mais c'est des gars qui aiment toujours bander sur la guerre et tout, et ils se régalent, quoi. Vraiment, c'est vraiment aberrant, ça. Bon, bah d'ailleurs, voilà. si... Ouais, bah vas-y, continue. Ouais, et juste... Parce que la Bravem, c'est le prochain sujet, c'est pour ça que j'avais un... Je pouvais... Ah oui, bah vas-y, fais ta transi, Non, vas-y. Après, je te... Juste un peu pour conclure sur là-dessus, c'est... Alors, ouais, évidemment, il y a des violences des deux côtés. Genre les flics admis en réa et tout. J'ai vu même un journaliste qui s'était pris des cailloux sur la tête, un cocktail Molotov et tout, du coup qui a fini brûlé des mains et tout. Ça, c'est aberrant. La question, c'est pourquoi il y a ces violences. Et je pense que la cause, elle est quand même aussi vachement du côté de l'État et du système économique. Ouais. Et je pense qu'il faut pas qu'on oublie quand il y a des militants d'extrême gauche comme ça qui font des actions violentes sur des sites. C'est aussi au fait voir le clou tout bas et les modèles de société qu'ils défendent. Et c'est vraiment ce qui m'a marqué quand j'étais allé au festival, en fait, c'est que le modèle de société qu'ils défendent, c'est vraiment un truc de bonne ambiance, communautaire, ou enfin, pas dans le sens bizarre, vraiment dans le sens on partage tout, quoi. Et on se réunit autour de trucs, autour de la musique, autour même du terroir, du coup, parce que t'avais vraiment cet attachement au territoire avec des conférences sur les espèces endémiques de la région, sur des trucs tradis et tout. Et en fait, c'est vraiment une défense un affrontement entre deux modèles de société, quoi. Ah bah c'est sûr, ouais. C'est sûr, sauf que là, il est super illégal, mais ouais, bien sûr. Après, il est un peu disproportionné. Moi, j'inviterais aussi, s'il y a des militants autonomes qui nous regardent, aussi, voilà, des fois les militants autonomes, ils sont décriés pour rien, alors qu'en fait, ils servent à quelque chose, et on le voit aujourd'hui, et on est bien content des fois qu'ils soient là pour faire face à la violence policière.
mais aussi à ne pas rejeter toute forme d'organisation politique, ce qui est parfois le cas, parce qu'en fait, moi je suis assez léniniste sur ça, je pense qu'on n'a pas de force en fait quand on est tout seul face à l'État. Et que la force pour Lénine de la classe ouvrière, elle réside dans son parti et son organisation, quoi. Et je trouve que c'est important, si on veut pouvoir défendre un projet de société, d'arriver à s'organiser, d'arriver à d'arriver à avoir une action collective, quoi. On n'a pas une action collective avec un groupe de 10 mecs en s'opposant juste à la police. On peut le faire à part. Moi je pense qu'on peut le faire en même temps et être dans un parti à part, mais je trouve que c'est important aussi d'avoir cette vision-là, quoi. Ouais, c'est un truc qui m'avait aussi marqué, en fait, c'est peut-être un peu un bémol entre guillemets, c'est que c'est pas un projet de société qui rassemble. En fait, dans les faits, il y a un projet de société qui se dévoile au vu de l'organisation de l'événement. Oui. Mais dans ce qui est dit, dans les discours, en fait, c'est vraiment une logique d'opposition complète sur à peu près tout ce que représente la société, enfin l'État français et le modèle économique qui va avec. Mais il y a aucune proposition de ralliement autour d'un autre projet, en fait. C'est que anti-fasciste, anti-capitaliste, anti-flic, anti-État et tout. Et c'est peut-être un truc qui manque, j'ai l'impression, c'est une proposition de ralliement autour d'un objectif, parce que la lutte démarre sur de l'opposition ensuite pour rallier et tout, c'est intéressant, et forcément ça porte aussi le fait d'avoir un ennemi commun. Mais peut-être aussi à un moment penser à l'après, un ralliement autour de valeurs communes, des choses comme ça. Non, mais je suis tout à fait d'accord. En plus de ça, toutes les valeurs anti, je trouve qu'elles sont un peu pourries, parce que ce qu'on veut, c'est savoir ce que tu veux, tu vois. C'est pas savoir contre quoi tu te bats, tu vois. Enfin, c'est pas suffisant. Et je sais plus qui disait ça, mais le terme de nouveau parti anticapitaliste, il est ridicule, parce que le parti, il est plus nouveau depuis 15 ans. Et il est plus, et anticapitaliste, ça suffit pas, quoi. Ouais, c'est clair. Ligue communiste révolutionnaire, c'était plus stylé comme nom, je trouve. Et j'avais du coup discuté avec pas mal de temps avec un gars sur place, et il avait dit en fait que aussi c'était un peu une impasse ce côté-là. Un gars beaucoup plus engagé que moi sur ces questions-là, parce que moi je suis vraiment nouveau là-dedans, comme j'ai dit. T'as quel âge? Et il dit en fait c'est que 20 ans. 20 ans. La jeune génération, elle est là. On est là. Hein. Je suis passé par des études un peu genre de 18 à mes 20 ans, j'ai vraiment rien fait j'ai juste la tête dans les études. Et du coup là je sors un peu de ce carcan et je me dis si là, on s'intéressait à d'autres trucs. Et ouais, en fait, que même ces logiques anti, c'est une impasse, parce que c'est que de la réactance en fait. Oui, il y a beaucoup de ça. Alors, il y a une attaque qui est faite sur les acquis sociaux, et du coup il y a le parti anti-machin qui arrive et qui essaie de les défendre. Et on s'était même posé la question, c'était quand la dernière conquête d'acquis sociaux en France? Et on n'a même pas su répondre en fait, genre... c'est la 5e semaine de congé payé, ça doit être ça, ou les 35 heures. Donc ça fait quand même 50 ans qu'il y a peu de coups. Ouais, non, 25, mais c'est... Ouais, ça fait un certain temps. Mais oui, non, mais t'as tout à fait raison. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'appelle aussi, dans cette réforme des retraites, à vouloir aller plus loin. Et c'est pour ce que j'aime bien chez Matteux ou chez d'autres. C'est-à-dire que juste être là... On va tout leur prendre. C'est ça, ouais. Se faire chier juste pour, au final, arriver dans la situation dans laquelle on est actuellement... ouais, ok, mais ça pourrait très bien être en fait se faire chier et puis au final avoir la retraite à 60 ans au lieu de 62 comme actuellement, ou avoir une constituante, ou avoir un truc, tu vois, ce serait pas mal. Ouais, ça serait mieux, parce que c'est ça en fait, c'est que surtout si on se mobilise que quand il y a des attaques aux droits sociaux, dans le meilleur des cas il se passe rien, et dans le pire des cas on perd des acquis sociaux. Alors que si on se mobilise pour conquérir un droit social, dans le meilleur des cas on gagne des trucs. Mais c'est pour ça qu'il faut s'organiser. Et c'est pour ça que moi je parle souvent aux jeunes, parce que je suis jeune aussi, donc je suis un peu dans cette situation-là aussi. Enfin, je l'ai été il y a quelques années ou quoi. Il faut au maximum vous organiser, vous créer un réseau local, vous syndiquer si vous le pouvez, aller dans des partis. Vous allez sûrement aller dans un parti, vous le quitterez dans 2 ans parce que vous aurez évolué, machin, mais ça va vous permettre aussi de faire de la politique et puis d'aller dans un nouveau parti qui vous correspondra mieux, d'apporter aussi votre point de vue. Enfin voilà, il faut devenir citoyen. Le problème, c'est que cette démocratie là représentative, elle nous a dépossédés de notre rôle de citoyen, et on est là à toujours être en réactance d'un gouvernement, mais on n'est jamais là à penser le monde et à vouloir dire ce que nous on voudrait faire, comment on voudrait le transformer, tout ça, quoi. Ouais, à faire société, ouais. C'est ça, enfin, je veux dire, les trucs des bassines, c'est intéressant de dire pourquoi c'est pourri, mais je pense que, et d'ailleurs je pense qu'ils le font, tu vois, que des écolos qui sont conséquents, ils savent aussi ce que eux ils voudraient faire en fait.
Ouais, bah ça c'était bien aussi. Bah, c'est passé du coup évidemment complètement sous silence par les médias et tout et par notre cher Darmanin, mais il y a 1 milliard d'alternatives en fait. Et même sur le cortège, il y avait de la Confédération paysanne, qui est en fait un peu le gros syndicat qui revendique un autre modèle d'agriculture et qui en fait plantait des haies le long de la route. Et juste pour un peu expliquer, en gros une haie c'est les sortes de rangées d'arbres qui séparent deux champs. Et en fait l'intérêt c'est que ça permet de du coup faire des parcelles plus petites et de du coup un peu empêcher les glissements de terrain et les ruissellements parce qu'en fait ça va fixer l'eau dans le sol et du coup ça va améliorer l'infiltration de l'eau dans le sol. Ouais. Et du coup c'est l'une des pistes pour améliorer la rétention d'eau des sols quoi. Ouais. Mais en fait ça c'est qu'il y a 1 milliard de Non, mais c'est super intéressant. Hein. Enfin, cultiver d'autres trucs, genre arrêter de cultiver du maïs pour nourrir des bêtes, pour les exporter ou pour les manger. Enfin, genre on passe à genre faire de l'agroforesterie, en gros, il y avait plusieurs trucs au même endroit, faire des parcelles plus petites, Ouais, bah tout à fait. sortir des logiques productivistes à grande échelle. Enfin, il y a 1 milliard de trucs à faire. Mais et c'est non, pour en ça. fait, on va laisser. J'ai l'impression parce que la que gauche aujourd'hui, elle en gros- émerge là avec un nouveau programme, et c'est pour ça, il faut qu'on ait un programme, il faut qu'on dise en fait ce qu'on veut faire, c'est comme ça qu'on fera envie aux gens, plutôt que de dire ce qu'on veut ne pas avoir. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et même plus l'histoire des bassines. Enfin, en gros, ils disent oui, c'est géré par une SCOP, machin, touti. Donc en fait, la vie des gens est déjà cautionné, mais en fait, le président de la SCOP, c'est un bouc de la FNSEA, donc t'es en mode, vas-y, en fait, c'est géré par le principal lobby agro-agricole, agro-industriel de France, donc t'es en mode, Ouais. Et d'ailleurs, juste, il y a un truc que je voulais rajouter quand je vous dis d'adhérer à des syndicats, des partis et tout. Il faut aussi se rendre compte d'un truc, c'est que vous n'allez pas être d'accord avec toutes les lignes de votre parti. En fait, c'est plus loin que ça. C'est quelque chose de base et vous êtes là aussi pour des fois pouvoir changer votre parti, pour essayer de porter, de porter une vision si vous n'êtes pas d'accord sur un point, quoi. Mais il faut arrêter de faire le gauchiste un peu en mode je suis d'accord à 99% avec tel parti, mais comme sur je sais pas quelle question ils sont pas parfaits, j'y adhère pas. Et c'est pareil avec les syndicats, quoi, je trouve. On a trop une logique des fois à vouloir être le truc parfait, mais vous ne trouverez pas un parti qui correspond parfaitement à ce que vous voulez faire, sauf si c'est vous qui le créez, quoi. ouais. Après, j'avoue, les partis, je suis pas trop encore posé sur la question. Non, c'est Mais, sûr, enfin, et puis c'est un des peu en témoignages- restructuration, je trouve. Ouais, puis ça fait, ça, je trouve, ça sent un peu le format, les partis politiques, dans la vision que j'en ai. Oui, non, mais c'est Genre, sûr. Mais aujourd'hui, justement, moi, c'est une question que je me pose pas mal par rapport à. En fait, une des revendications des Gilets jaunes, c'était de ne pas avoir de parti. Parce que justement, ce côté un peu représentatif, ils en avaient marre. Et justement, je pense que les partis, aujourd'hui, il y a plein de partis qui sont des vieilles bureaucraties reloues, dans lesquelles tu peux rien faire, et qui sont juste là parce que Chantal, elle a son poste à la mairie de je sais pas quoi, et donc faut gagner les élections pour pouvoir qu'elle ait encore son poste. Enfin voilà, c'est des trucs un peu relous. Mais par contre, sans parti, on est un peu à poil parce qu'on n'a pas d'organisation politique. Donc il nous faut une organisation politique et c'est un vrai sujet. C'est Lucien Sèvres. Je sais pas si tu vois qui c'est, j'en avais parlé un peu. pas trop, non. C'est un penseur, c'est un penseur marxiste qui a siégé au comité central du PCF, qui est mort là pendant le Covid. C'est un penseur marxiste assez, Ah, ok, j'ai regardé. assez productif. Et puis en fait, il disait en fin de vie, justement, que ce qu'il fallait penser, lui il appelait ça, c'est un peu des mots de philosophe, mais il disait qu'il fallait penser une centralité décentralisée, dans le sens où il faut arriver à centraliser nos volontés pour faire collectif et une action collective. Mais aujourd'hui, les individus, dans le monde moderne, ils peuvent pas avoir une hiérarchie ultra verticale comme c'était le cas il y a 150 ans parce qu'ils étaient élevés comme ça. Ils ont envie d'avoir un truc un peu décentralisé où ils font un peu, tu vois, où il y a de la vie, quoi, un truc réellement démocratique. Parce qu'avant, il y avait des partis qui étaient extrêmement hiérarchiques, il y avait des choix qui étaient faits en haut et en gros tout le monde devait l'appliquer. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué ça de le faire. Et puis je pense que ça correspond pas forcément au monde actuel, quoi. Bah, ça correspond même pas à un modèle de société enviable, je trouve, un truc très vertical. Bah, comme bien ça. sûr. Bien sûr, mais tu vois, ça marchait bien il y a 150 ans parce que les mecs, ils vivaient dans des régimes extrêmement hiérarchiques et tout, et donc du coup, ils avaient un côté beaucoup plus... ils avaient un côté, beaucoup plus je respecte les ordres, machin, tu vois, c'est moins le cas aujourd'hui. Et du coup, faut trouver cette méthode pour avoir quelque chose de plus souple. Moi, j'aimais bien d'ailleurs, c'est une ébauche et je pense que c'est sûrement un parti, je suis pas sûr que ce soit si viable que ça à long terme, mais j'aimais bien ce qu'avait fait la France Insoumise parce que pour moi, c'est une start-up politique
qui est très très fluide pour le coup, avec une appli, avec un truc en fait qui fait que si demain toi tu dis ouais je suis France Insoumise, tu respectes à peu près la ligne, tu vois, et tu veux faire un événement dans ton quartier sur l'appli, tu mets allez on fait un événement, on passe le film de Ruffin, merci patron, et puis après on parle et puis voilà, tu vois, tu peux le faire. Et ben, je trouve que c'est quand même vachement pratique et puis vachement libre, tu vois, comme mode d'organisation. Je trouve qu'il faut arriver à révolutionner comme ça le mode d'organisation des partis parce qu'il ne correspond plus aux gens de notre âge, quoi. Ouais. Et peut-être du coup, il y a peut-être aussi des enseignements à tirer, typiquement genre par exemple toutes les assos qui ont organisé justement la manif des méga bassines. En fait, c'est qu'il n'y a aucun chef qui sort de ça, il y a juste des porte-paroles. Ouais. En fait, tout est auto-organisé. C'est quand même un truc de fou furieux. Enfin, la logistique pour 30 000 personnes sur 3 jours, c'est un truc aberrant à organiser. Et normalement, enfin, c'est des pros, c'est des festivals qui font ça. Et ils ont tout organisé ça eux-mêmes avec juste que des structures horizontales. Enfin, je trouve en termes de comment auto-organiser ça avec du coup des schémas de hiérarchie qui sont beaucoup plus horizontaux et en accord aussi avec les valeurs défendues par les assos. Enfin, je pense que c'est peut-être aussi des trucs comme ça qui peuvent être mis en place, quoi. Ouais, ouais, non, mais oui, il faut réfléchir. Il y a un peu ce côté en mode oui, les trucs horizontaux, ça marche que pour pas beaucoup de gens, et dès que t'as beaucoup de gens, faut faire de la verticalité, sinon ça marche pas. Bah là, je trouve que ça retoque un peu cette idée-là, parce que là, organiser un festival pour 30 000 personnes, c'est pas un petit truc. D'autant que je pense ils ont quand même réussi à faire ça. Ouais, la technologie actuelle nous permet justement, parce qu'avant, c'est vrai que c'était très compliqué d'avoir un mode horizontal. Quand on n'avait pas des messageries instantanées et tout. Aujourd'hui, c'est quand même plus facile d'avoir tu pourrais avoir une démocratie directe en France où tous les samedis tu votes sur ton portable une loi, ce serait pas très compliqué, tu vois, alors que si ça doit être centralisé, c'est comme des questions de sécurité, ouais, mais non, mais bien sûr, je dis pas pour faire ça, tu vois, mais tu vois ce que je veux dire, c'est quand même beaucoup plus facile. Ouais, clair. C'est clair. Ouais. Même, je peux peut-être décentraliser la démocratie en fait, parce que j'avais parlé du coup avec des gens. Genre même un architecte et tout qui faisait des projets de rénovation dans la ville et tout, il disait en fait que dès qu'il fallait appliquer une loi à une situation concrète, il fallait faire remonter ça et échelle plus loin dans l'administration pour que ça redescende, pour adapter le truc. En fait, c'est des trucs qui prennent 30 000 ans. Il n'y a aucune indépendance à l'échelle locale des trucs pour faire un peu leur tambouille avec et s'adapter aux enjeux locaux, quoi. Ah oui, carrément. Ouais. Bon, j'ai 1 heure de retard, donc peut-être que je vais passer à la Bravem. Moi j'ai un peu parlé. Y a pas de souci, c'était très bien, c'était très intéressant en tout cas. T'as pas fait fuir les viewers, donc ça veut dire que c'était intéressant. Let's go. J'espère que le chat a été gentil. J'ai pas trop vu ce qu'ils ont dit. Carrément. Du coup, merci beaucoup. Si tu veux laisser un dernier message. Merci à toi. Merci beaucoup. En vrai, merci beaucoup pour ce que tu fais. Genre tous les trucs là, les posts où tu relais les appels à la manif. Les lives régulièrement et tout. Ouais, bah de rien, il faut, ouais. Je pense ne pas parler que pour moi et dire que tu fais quand même pas mal aussi là-dedans pour accès au militantisme. Donc, merci, c'était très très chaud. Puis merci de m'avoir accordé cette heure de parole, c'est vraiment cool. Eh ben de rien. Mais merci beaucoup et puis tu vas pouvoir passer pour raconter une autre manif la prochaine fois. Ah peut-être. Bisous le chat. Merci beaucoup. Yes, à plus.